Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette cinquième émission déjà. Et oui, cinquième émission, je suis en train de compter. On avance doucement, à force d'en faire une par semaine, eh bien, on arrive à monter. Et ben, comment ça va vous déjà le chat? Merci d'être autant présent, être au rendez-vous ce soir. Je suis toujours aussi bien motivé et très content de faire l'animateur de cette émission, Tout se comprend, une émission, comme j'aime bien le dire, dédiée à la diffusion de la connaissance et à la compréhension de notre monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le chat, discuter entre vous et aussi poser vos questions éventuellement concernant le projet. Alors, comme d'habitude, je vais prendre quelques minutes au début de ce live pour parler un petit peu de l'émission et tout d'abord remercier tous ceux qui ont fait la promotion du projet sur les réseaux sociaux. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir de voir que le projet intéresse et est soutenu. Donc merci beaucoup, merci à vous. On a gagné pas mal de followers depuis la dernière fois grâce à Quentin Césier qui a fait une présentation sur la bataille de Cannes. Et il avait, comme c'est un youtubeur qui est quand même assez connu, enfin assez, c'est un petit peu réducteur de dire ça, plutôt très connu avec 50 000, plus de 50 000 abonnés. Alors il a ramené sa communauté, ça m'a beaucoup aidé, donc encore merci à lui et bienvenue à tout le monde. Merci à vous d'avoir fait confiance au projet, d'avoir aussi suivi la chaîne. Je crois qu'on atteint bientôt les 150 followers, il me semble. Et donc c'est un énorme coup de boost qu'il y a eu depuis la semaine dernière. Et moi ça me fait toujours autant plaisir de vous offrir ce genre d'émission, ce genre d'animation, ce type de soirée. Voilà, donc ça je commence toujours par remercier donc vous, la communauté, car sans vous finalement ça sert à rien de faire ce projet. On est là pour parler de sciences, de culture scientifique, de même culture générale, on pourrait dire. Et donc il faut un public, et le public c'est vous, et je ferai pas ça, et mon invité ne ferait pas ça non plus si vous n'étiez pas présent derrière le projet pour le soutenir. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors, je vois que vous êtes relativement calme sur le chat, mais n'hésitez pas à participer, à donner votre opinion, à poser des questions éventuellement, sachant que depuis la dernière fois, normalement, il y a des modérateurs et il y a aussi un chatbot, un bot, c'est ça, qui fait également la modération. Donc, évitez de mettre trop de mots en majuscules ou de spammer des lettres, etc. Vous risquez malheureusement de voir votre message supprimé. Donc, mais bon, j'imagine que vous n'êtes pas ce genre de personne, donc tout ira bien. Juste n'énervez pas trop le chatbot. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Dalol, au plus proche des limites de la vie. Vous avez dû sans doute le voir, ce sujet. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Alors, Dalol, pour ceux qui ne savent pas, une petite recherche suffisait de voir que c'était apparemment un désert a priori, mais un désert qui contiendrait des lacs particuliers, puisque des lacs qui auraient des conditions assez extrêmes. On parle d'hypersalinité, d'hyperacidité, on verra tous ces termes-là et notre invité nous expliquera en détail tout ce que ça veut dire exactement. Donc Dalol, apparemment cet endroit-là qui est en Afrique, au plus proche des limites de la vie, donc sans doute qu'on essaiera de voir si dans ces régions qui ont l'air quand même assez hostiles, la vie peut-elle y être présente et perdurer, se développer. On verra, on essaiera de répondre à toutes ces questions grâce à notre invité du jour. Alors, promis, on s'énerve pas. Et bah oui, j'espère que vous resterez calme et attentif. Parce que vous allez voir, dans cette présentation-là, on va apprendre plein de nouvelles choses. Et comme d'habitude, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser les questions. On peut revenir sur certains points, redévelopper même des notions de base. C'est important pour bien comprendre un sujet de comprendre la base. Donc n'hésitez pas, notre invité sera là pour ça. Pardon. Bonsoir Mazu et bienvenue sur le chat. Alors, comme j'ai fini de dire à peu près tout ce que je voulais dire, on va passer donc à la scène où notre invité du jour est présent. Donc, permettez-moi de vous présenter et d'accueillir Jody Bellila, qui est avec nous ce soir pour nous parler du sujet du jour, donc Dalol au plus proche des limites de la vie. Déjà, Jody, comment tu vas ce soir?
Ça va, un peu stressé, mais ça va. D'accord, ok, bah, t'inquiète pas parce que tous les gens, comme je te disais déjà en off tout à l'heure, toutes les personnes qui sont passées avant toi ont survécu. A priori, les gens ont plutôt eu une bonne expérience Je et tiens à dire que, s'en sont sortis vivants. Voilà. je tiens à dire que Robin m'a quand même fait la blague de me faire croire que dès qu'on s'est mis sur Skype, que vous étiez tous là Oui, et que ça m'a foutu un stress de fou, rien que pour commencer. Vilain ouais, Robin. voilà, je l'ai fait. C'est vrai que j'ai fait une blague, une mauvaise blague, on peut dire ça comme ça, puisque voilà, je t'ai pris un peu à dépourvu. Mais non, tout va bien. Là, on est effectivement en live. En plus, la communauté est très gentille, du moins pour le moment. Oui, Ce que je sais, ma j'ai déjà vu tes communauté, vidéos. t'as dû remarquer ça. Oui, ils sont Donc très sympas. jeudi, pour te présenter un petit peu, j'ai pris de petites notes et dis-moi, tu me diras si je dis des conneries, mais tu es donc en quatrième année de thèse. Tout Tu à fait. travailles dans le laboratoire d'écologie systématique et évolution à Orsay, et plus particulièrement dans l'équipe DIM, DEEM, pour diversité, écologie, évolution microbienne. Et donc, tu es en quelque sorte, tu travailles dans le sujet de l'écologie microbienne d'environnement extrême en particulier. C'est ça. Donc, beaucoup un sujet qui est quand même assez différent de ce qu'on a vu déjà dans l'émission, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien faire ces émissions, c'est pour montrer un petit peu la richesse de tous ces parcours. Et justement, en parlant de parcours, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler du tien, de ce que tu as fait pour en arriver là et pour faire finalement cette thèse et tous ces beaux projets et ces travaux que tu mènes jusqu'à aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bah alors, pour démarrer, j'ai toujours voulu faire ce qu'on appelle de l'exobiologie, c'est-à-dire tout ce qui est étude de l'origine de la vie sur Terre, des extrémophiles, détection de vie dans l'espace ou de matière organique. Mais l'exobiologie, c'est une science interdisciplinaire, c'est pas un vrai domaine en soi. Du coup, il n'existe pas de cursus universitaire d'exobiologie. Mhm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un parcours à la fac essentiellement universitaire et je me suis concentrée sur un parcours pluridisciplinaire de biologie et de géologie. Donc, j'ai fait ça dans quelques facultés différentes, à Nantes, à Montpellier, à Paris. Et puis, tout au long de mes études, j'ai aussi essayé de compléter mes connaissances en faisant des stages qui touchaient de plus ou moins loin à l'exobiologie, donc plutôt de la géochimie, astrochimie au cours de mes stages. Donc, je rentre pas dans les détails parce que ce serait trop Ouais. long. Du coup, tu as touché un peu à différents domaines, quoi, qui... Voilà, j'ai pas vraiment fait de microbiologie au cours de mes études. Enfin, j'en ai fait un petit peu parce que c'est obligatoire en biologie. D'accord? Mais je me suis spécialisée tardivement dans la microbiologie, même si c'est ce que je voulais faire dès le début. Mais comme j'avais envie d'un peu me toucher à plusieurs domaines pendant mes études, Ouais, puisque j'étais là pour apprendre, j'en ai profité tout au long de mes études. c'est bien ça. Donc contrairement, c'est assez différent d'une formation classique où on reste en général dans un domaine particulier. Toi, tu as touché un petit peu à tous les Ouais, râteliers, ce qui te fait un profil plutôt pluridisciplinaire. Et c'est ça. Et c'est ce qui, enfin, quand j'ai voulu rentrer en thèse, du coup, il y avait des entretiens et un concours aussi pour obtenir la bourse. mhm, C'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé à obtenir cette thèse, d'accord. parce que la concurrence était rude, mais comme on est dans un milieu extrême, en plus il y avait du terrain, il était important d'avoir quelqu'un qui ait un profil pluridisciplinaire parce qu'on est vraiment aux limites de la vie et donc et la géochimie est quand même prédominante Mhm. par rapport à l'activité microbienne. Et donc, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a un profil pluridisciplinaire et qui ait fait beaucoup de stages, qui a eu l'habitude de manipuler des échantillons difficiles. Ouais, d'accord. Super. Donc, si tu veux, je peux démarrer Oui, sur oui, le bien sur le sûr. sujet. Excuse-moi. Oui, oui. Donc, oui, tu peux commencer avec le sujet du jour. Du coup, je te laisse, eh bien, commencer ta présentation. Très bien. Donc, pour commencer, je vais faire un petit retour aux bases avec vous. On va retourner sur les bancs du lycée ou de la fac, parce que je vais utiliser des termes au long de la présentation que je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, et c'est important, comme l'a dit Robin, de bien pouvoir suivre. Donc, il faut tout d'abord savoir qu'en biologie, la cellule, c'est l'unité du vivant. C'est-à-dire que tous les êtres vivants sur Terre possèdent au moins une cellule. Les micro-organismes, un mot que vous entendez plus souvent, ce sont des êtres vivants dont la taille est microscopique. Mhm. Donc, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Maintenant, vous avez là sous vos yeux l'arbre du vivant. Je ne sais pas si vous voyez si je bouge la flèche ou pas, mais... Oui, oui, bien sûr. Oui, on va. Ah, d'accord.
Donc, dans l'arbre du vivant, il y a 3 très grands domaines. Il y a les eucaryotes, dont on fait partie, d'ailleurs, je nous ai mis un petit point rouge. Donc, les eucaryotes, il y a nous, les animaux, les végétaux, les champignons. Il y a les bactéries, dont vous entendez souvent parler, souvent parce qu'on en parle, on parle des bactéries pathogènes qui nous donnent des maladies, mais les bactéries, c'est un domaine très, très diversifié de micro-organismes. Et enfin, il y a certainement un groupe dont vous avez jamais entendu parler qui s'appelle les archées. Les archées, elles ont été découvertes très tardivement, dans les années 80. Et celles-ci ont été découvertes dans des milieux extrêmes. On pensait d'ailleurs qu'elles n'existaient que dans les milieux extrêmes. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient partout, mais on n'arrivait pas avant à les distinguer des bactéries, parce qu'elles se ressemblent, elles sont toutes les deux unicellulaires. Mais en fait, elles sont aussi différentes des bactéries que nous sommes des bactéries. D'ailleurs, nous sommes plus proches des archées que des bactéries. Ok. Voilà, donc même si ce sont des micro-organismes unicellulaires, ça ne les empêche pas de vivre parfois en communauté ou de façon parasitique ou en symbiose avec d'autres êtres vivants. D'accord. Je me demandais dans ces définitions-là que tu as mis au début, micro-organisme, est-ce que ça implique que c'est forcément unicellulaire? Non, en fait. Non, c'est micro-organisme, ça peut être c'est de taille microscopique en fait. C'est-à-dire qu'on les voit pas à l'œil nu. Les prokaryotes, donc les bactéries et les archées, qui sont 2 groupes de micro-organismes unicellulaires qui ont des caractéristiques. Bon, j'ai mis les caractéristiques cellulaires qu'ils avaient. En gros, leur ADN, contrairement au nôtre, il est libre dans la cellule, alors que le nôtre, il est coincé dans un noyau. Ça, les eucaryotes, c'est ce qui les distingue des autres organismes. Mais il y a aussi des micro-organismes chez les eucaryotes. Hein. C'est pas les levures, par exemple. J'ai mis la bière. Ce sont des micro-organismes. D'accord. Ok. Donc c'est une autre définition à part, quoi. Il y a Oui. Donc maintenant, on va parler d'un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémophile finalement? Un extrémophile, c'est un organisme qui est métaboliquement actif, c'est-à-dire dont toutes les fonctions vitales sont en activité, qui est capable de croître et de se reproduire de façon optimale dans des conditions que nous, humains, on considère extrêmes. Parce que c'est très, finalement, le mot extrême est très, c'est une question de perception. Alors, il existe différents milieux extrêmes, les milieux chauds, froids, acides, radioactifs. Et chaque fois, il y a le petit nom pour décrire pas forcément les micro-organismes, mais les organismes qui y vivent. Donc, thermophiles quand ils habitent les milieux chauds, acidophiles quand ils habitent les milieux acides, etc. Ce petit graphe à droite, il vous montre simplement qu'en général, plus on se rapproche de valeurs extrêmes de chaleur, de pression, plus la diversité des organismes qui y vivent, macro ou micro-organismes, va avoir tendance à diminuer parce qu'on se rapproche de quelque chose où il devient difficile de vivre, et plus la densité aussi des organismes va diminuer, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus rien, quoi. Ok. Dans les environnements extrêmement extrêmes, quoi. Voilà, c'est extrêmement extrême. Et on les connaît. C'est peut-être une question un peu difficile, enfin un peu générale peut-être, un peu trop générale, mais ou un peu naïve, mais justement on connaît des environnements déjà où on est sûr qu'il n'y a aucune possibilité de Non, vie. Enfin, non, pas vraiment. En fait, ce que nous ont montré plutôt l'étude des extrémophiles, c'est on a tendance plutôt à repousser les limites. Hein. Ouais. Y a des endroits où il y a débat sur est-ce qu'il y a de la vie ou pas. Mais c'est toujours difficile de trancher. Et donc, il y a des endroits, a priori, où il n'y a pas de vie, mais maintenant, il faudrait qu'il y ait plus d'études. La science, c'est toujours comme ça. Il y a une communauté qui se penche sur une question. Des réponses, au début, sont souvent un peu contradictoires, et puis avec le temps, on finit par affiner les réponses. Et puis, pour l'instant, il semblerait qu'il y a déjà des endroits où il n'y a pas la vie, mais... T'as des exemples en particulier? Je me souviens plus du nom, mais il y a des lacs qui sont hyper riches en sel de magnésium. Ouais. Qui a priori sont la première équipe qui allait a dit on a trouvé de la vie, etc. Et puis les équipes qui ont suivi, qui ont fait des analyses, ont dit que non, c'était des contaminations ou des cellules qui n'étaient pas vivantes en fait, qui étaient présentes, voilà, qui étaient mortes. Apparemment quelqu'un, le geek signale le lac Natron éventuellement, ça serait ça ou pas?
Je sais pas Non, si tu c'était connais. pas celui-là, mais il y en a C'était pas plusieurs, celui-là? donc c'est possible que c'est pas celui-là auquel je pensais, mais c'est possible que ce lac en fasse partie. D'accord. Je crois que le lac auquel je pense s'appelle Juan, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Ok, ouais, pas de problème. Donc, Ok. on va parler uniquement quelques extrémophiles pour cette partie-là, puisque il y en a que quelques-uns qui vont nous intéresser pour la suite. Donc, j'ai parlé de l'échelle de température et les extrémophiles, les champions un petit peu des températures. Donc, on a la vie peut se développer, enfin, certains micro-organismes peuvent se développer jusqu'à 106 degrés, voire 113 degrés maximum. Donc, vous avez là une archée, Pyrolobus fumari, qui vit auprès de fumeurs noirs. Et pour ce qui est du froid, eh ben, on a une bactérie, Planococcus, qui peut être en activité jusqu'à moins 25 degrés, mais sa température optimale de croissance, c'est quand même 25 degrés, donc c'est plus proche de ce qu'on connaît. Pour ce qui est de l'acidité, il faut que je fasse un petit rappel peut-être sur comment on mesure l'acidité de façon générale. C'est souvent avec une échelle de pH. Donc, quand on est à 0, on est dans un milieu acide, et quand on est à 14, on est dans un milieu basique ou alcalin. Il existe des micro-organismes qui peuvent se développer à des pH très faibles. Donc, notamment la championne à l'heure actuelle, c'est une archée Picrophilus qui pousse dans des milieux volcaniques sulfurés. Et elle peut se développer jusqu'à très légèrement en dessous de 0. Sachant que des pH inférieurs à 0 existent, ou au-dessus de 14 existent, mais on n'a pas encore trouvé de micro-organismes dont on est sûr qu'ils se développent à ces pH-là. Pour les pH basiques, c'était un peu plus dur de trouver des informations, mais il y en a quand même qui poussent. Il y a pas mal de micro-organismes qui peuvent pousser dans des milieux basiques. Et là, vous avez notamment la spiruline dans le lac Tchad. D'accord, mais ça concerne uniquement les micro-organismes et pas les macro-organismes, j'ai envie de dire. Les champions, ce sont de toutes les conditions extrêmes, ce sont des micro-organismes. Plutôt, parce que là, oui. quelqu'un disait les manchots du pôle sud, ils sont à des températures. Comment on fait? Ah oui, alors en fait, là, je parle de leur corps chauffe aussi, finalement. Enfin, alors déjà, il y a de ça, c'est vrai que, mais ils ne vivent pas, constamment à des extrêmes trop forts. Déjà, les corps chauffent, et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence. Mais on parle là de survie en conditions optimales. D'accord. En fait. Donc, c'est vrai que les manchots peuvent subir des tempêtes de froid qui sont extrêmes, mais c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Et ils vivent pas ça en permanence, quoi, non plus, quoi. Ça, et effectivement, le fait qu'ils chauffent aide beaucoup dans les milieux froids. Ce qui n'est pas le cas des micro-organismes. Mais sachant aussi que, par exemple, pour les milieux froids, les micro-organismes, eux, peuvent faire un truc que peu de macro-organismes, même si certains peuvent le faire, c'est qu'ils peuvent... en fait, quand c'est trop froid, c'est pas qu'ils meurent, c'est qu'ils arrêtent leur activité et ils attendent que les conditions reviennent à la normale. Et donc, ils peuvent rester comme ça pendant très très longtemps. D'accord. Et après, quand on réchauffe, ils se remettent en route? C'est ça. C'est ça. Ceux qui sont adaptés au froid, évidemment. Si on met une archée qui est habituée au chaud dans un milieu froid, elle va mourir. Il y a des chances qu'elle meure, oui. Ok. Ou qu'elle rentre en inactivité si elle en est capable. Mais... Donc, pour ce qui est de la salinité, donc un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la salinité. Donc, un sel, d'abord, c'est un composé ionique qui est composé donc de cations chargés positivement et d'anions chargés négativement, et qui forment ensemble un composé neutre. Donc, vous connaissez bien le sel de table, qui est NaCl. Et quand on les met dans l'eau, qui est un solvant polaire... Donc là, excuse-moi de te couper, mais du coup, là, le cation qui est chargé plus, c'est le sodium. C'est Na+, ouais. Et Cl-. Et Cl-, c'est l'anion, du coup. Ouais. Chlorure. Quand on met ces sels dans de l'eau, qui est un solvant polaire, les cations et les anions vont se dissocier selon leur affinité pour l'eau. Donc, c'est-à-dire que différents sels vont avoir différentes affinités avec l'eau et vont pas avoir les mêmes capacités à se solubiliser, mais ils vont se solubiliser à différentes concentrations. Ok. Donc, ce qu'on appelle salinité, c'est la teneur en sel, souvent dissous, qu'il y a dans l'eau. Et je l'exprime pendant la présentation en pourcentage. Donc, pour vous donner une idée, 300 grammes de sel par litre, ça donne 30% de sel. Donc, c'est beaucoup. Ouais, en gros, c'est... Est-ce que Justement, j'ai une échelle. Ah, t'as une image avec du sel qu'on met dans de l'eau? D'accord, ok.
Pas avec du sel qu'on met dans de l'eau, mais pour vous donner les proportions, ouais, ok. une échelle, quoi. Donc l'eau qu'on boit au robinet, elle est à 0% de sel ou 0,01 pour certaines eaux potables, mais on est proche de 0. Quand on arrive à 0,05%, jusqu'à 3%, on rentre déjà dans de l'eau saumâtre, donc voilà, des estuaires, des mangroves. L'eau salée, quand vous allez dans l'Atlantique, elle est à 3%. Elle est un peu plus salée quand vous allez dans la Méditerranée. Okay. Et à partir de 5%, on arrive dans des eaux hyper salées. Et un repère, c'est la mer Morte. Là, on est à 30% de sel, donc on a des échelles beaucoup plus grandes, 10 fois plus que l'océan. Alors, qu'est-ce qu'on a comme organismes qui vivent dans les milieux salés? On a les archées sont très présentes, sont prédominantes dans les milieux hyper salés. Donc ici, vous avez une archée qu'on appelle Allobacterium, parce que quand on l'a découvert, on pensait que c'était une bactérie. Et elle a la caractéristique d'avoir des pigments roses. Donc quand elle fait des blooms, donc quand elle colonise un milieu, elle le rend rose, comme ce lac hyper salé d'Australie. Donc ça, c'est parce qu'elle prolifère cette... C'est parce qu'elle prolifère. La couleur du lac est liée à la présence de cette archée. J'imagine qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, je veux dire qu'il y en a d'autres, au contraire, des micro-organismes. Enfin, que c'est pas là, ou c'est vraiment elle qui a colonisé enfin, qui est majoritaire. Là, dans ce milieu-là, elle est quand même en écrasante majorité dans ce lac. Après, il y a sûrement d'autres micro-organismes qui sont présents en minorité, mais quand un organisme fait un bloom, il a tendance à prendre en biomasse, il prend vraiment beaucoup d'espace. Et je me demandais aussi là sur le coup, du coup là il y a une limite d'espace. Au bout d'un moment, attends, t'as dit que c'était une archée, pas une bactérie, c'est ça? L'archée, elle peut pas proliférer à l'infini. Elle va manquer de. Oui, elle manque de ressources à un moment. Enfin, de ressources, non, parce que là, elle est photosynthétique, mais mais par contre, elle va au bout d'un moment, elle va se gêner en fait. Donc oui, à un moment, le bloom s'arrête et ça va retomber. Mais finalement, le lac, lui, il va rester. Enfin, sur le long terme, ça va toujours rester ce lac de cette couleur-là parce que il y aura toujours autant de. Il faut savoir qu'en fait, elle reste vivante dans le sel. Enfin, elle reste en dormance dans le sel. Donc, par exemple, moi, j'en ai cultivé en laboratoire des Allobacterium. D'accord. Et on peut la faire précipiter, on peut la mettre dans un milieu hyper salé, et puis faire évaporer cette eau, par exemple, et il va rester des cristaux de sel rose. Elle est dedans, et si jamais on remet de l'eau et que les conditions redeviennent favorables, elle va se redévelopper. Ok. On parle d'autotrophe dans le chat. C'est ça, autotrophe. Donc du coup, c'est quoi pour aller un peu plus loin parce que, autotrophe, c'est-à-dire que elle a pas besoin de se nourrir comme nous, j'essaie de le faire simple, d'avoir une source de matière organique extérieure. Elle peut se servir par exemple, les plantes sont autotrophes, elles prennent le CO2 de l'air pour faire leur propre matière organique, et juste elles ont besoin d'une source d'énergie pour le faire. Donc cette source d'énergie, ça peut être la lumière, ça peut être photosynthétique, ou ça peut être une énergie chimique. Ok, ouais, contrairement à nous qui mangeons déjà des. On est obligé, pour avoir de l'énergie, on est obligé de manger. On est obligé d'avoir un apport externe de matière organique, et donc. Qui est déjà suffisamment complexe. C'est pas du CO2 qu'on mange. Non, on n'incorpore pas le. Malheureusement. Ce serait bien, hein, mais non. Et du coup, nous, on n'est pas autotrophe, on est hétérotrophe. On est hétérotrophe. Ouais, c'est ça. Et il y a une autre question. Est-ce que c'est la seule archée qui est capable de produire cette couleur particulière en milieu Non, salé? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres. Puis il y a d'autres couleurs, j'imagine aussi, non? D'autres couleurs. Je sais pas, je connais pas toutes les archées. Il y en a beaucoup, mais oui, certainement qu'il doit y avoir d'autres couleurs. En tout cas, celle-là est assez caractéristique. Il y en a d'autres. C'est la molécule, c'est la bactériorhodopsine qui donne cette couleur rose. Ok. Donc voilà, c'est un pigment qu'on retrouve aussi chez des bactéries et tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, attention, quand on parle de salinité, souvent, on pense au sel de sodium. Ouais. Et c'est vrai qu'il est assez fréquent. Donc là, par exemple, Allobacterium, elle se développe de façon optimale à 23% de sel de sodium. Mais quand on a d'autres sels que le sel de sodium, ça peut être du sel de magnésium ou des sels organiques, enfin, il y a plein de sels qui existent, et ben, on n'a pas les mêmes résistances ou les mêmes toxicités pour les micro-organismes. Donc, différents sels veut dire différentes toxicités
pour le vivant. Ouais, Alors, donc quand on parle excuse-moi, du coup quand on parle de résistance au milieu salin, entre guillemets, ça veut un peu rien dire parce qu'il faut c'est définir ça, quel il type faut... de sel on étudie, quoi. Exactement. Souvent, on parle souvent du sel de sodium, en fait. Ok, de base, quand on précise pas, Et c'est quoi. ça, parce qu'on précise pas, c'est souvent ça qu'on pense, mais force est de constater que la résistance n'est pas du tout la même selon les types de sels qui sont présents dans le milieu. Mhm. Alors, ce qu'on appelle polyextrémophiles maintenant, ce sont des micro-organismes qui résistent à au moins deux facteurs de stress. Donc, ça peut être la chaleur et la salinité, la chaleur et la basicité, etc. Et il faut savoir que, en fait, on ne connaît pas de micro-organismes qui vivent dans des milieux très acides et très salés à la fois. En tout cas, ça devient vite problématique. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est incompatible avec le vivant? Est-ce que les cellules qui sont sur Terre ne sont pas capables de s'adapter aux deux situations simultanément? Ou bien c'est parce que tout simplement ce sont des milieux qui sont rares, parce que c'est une réalité, on n'en connaît pas beaucoup et qu'on n'a pas échantillonné, qu'on n'a pas encore étudié. Donc c'est là qu'on en arrive à Dalol, donc, qui est situé au nord de l'Éthiopie, proche de l'Érythrée, dans un désert. En fait, c'est le désert du Danakil, enfin la plaine du Danakil, dans lequel il y a effectivement un désert de sel. Sous cette croûte de sel, qui fait 2 km d'épaisseur, je crois, il y a une poche de magma, parce que c'est une zone qui est très active géologiquement. Vous voyez tous les points rouges, ce sont Ouais. des volcans qui étaient actifs les 10 000 dernières années. Ok. Donc, on a une poche de magma sous cette croûte de sel. Et les eaux météoriques qui tombent sur les hauts plateaux éthiopiens voisins vont s'écouler au travers de la croûte de sel, puis se chauffer près de la poche de magma et remonter en surface chargée en éléments, et puis en différents éléments chimiques, puis en sel, et faire en surface un tas de systèmes hydrothermaux et de lacs très différents les uns des autres, dont je vais vous parler plus en détail. Du coup, ça c'est assez unique sur Terre, ce type de paysage, ce type de... Alors, les Ou... paysages qu'il y a autour de Dalol, oui, sont assez uniques. Enfin, ces structures géologiques en particulier là. La structure géologique, un système hydrothermal dans un désert de sel, je pense que c'est effectivement rare. Après, des systèmes hydrothermaux, il y en a des fascinants à travers le monde. Bon, bah, Hydrothermaux, c'est plus sous la mer qu'on en entend quand on parle d'hydrothermalisme, non? Enfin, moi, c'est plus l'image qui me vient à l'esprit en fait, mais Non, pas l'hydrothermalisme, forcément. c'est quand il y a une circulation d'eau qui vient du sous-sol jusqu'à la surface. Donc, effectivement, il y en a beaucoup Dans les sous l'eau, os. Ouais, parce sous qu'on l'eau. est sous l'eau. Oui, oui, c'est Mais ça. voilà, l'idée, c'est qu'il y a une source d'eau qui va se chauffer à une poche de magma, en fait, à une poche Ok, volcanique, ouais, c'est ça. et qui va remonter en surface sous pression. Très chaude et sous pression. Donc, sous l'eau, on en trouve beaucoup parce qu'il y a énormément de volcans sous-marins. Ouais. Enfin, il y a une activité géologique très forte dans les fonds marins. Mais il y en a aussi parfois sur Terre, comme à Dalol. Ouais, il y a peut-être Comme plus à, de. comme à Yellowstone, comme à Oui, ok. dans plein d'autres endroits. Enfin, Il y a- plein d'autres endroits. C'est pas le plus fréquent, mais il y en a ailleurs. Ouais, j'imaginais dans les océans parce que c'est peut-être il y a plus de volcans dans les océans que sur Terre. Non, peut-être au niveau des. Oui, je Je pense sais qu'il y en a pas. plus, il y en a plus sous les océans que sur Terre, oui, je pense. Ouais, bon, bref, c'était juste un détail. Alors, vous avez ici le dôme de Dalol, donc ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on devrait appeler strictement Dalol, c'est ce dôme qui fait quelques kilomètres de large. Il est entouré par le désert de sel. Mhm. Et en fait, au sommet de ce dôme se trouvent des sources hydrothermales aux couleurs vraiment caractéristiques, avec différents tons de vert qui vont parfois jusqu'au brun. Et puis, on a ensuite deux autres systèmes hydrothermaux à côté. On a le Yellow Lake et puis le Black Lake. Et enfin, donc ça, c'est trois environnements qui sont, comme tu l'as dit au début, qui sont polyextrêmes, puisqu'ils ont des pH faibles, voire négatifs, et une salinité énorme. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Et on a aussi échantillonné au cours des deux expéditions de 2016 et de 2017, on a aussi échantillonné, en plus de ces trois sites, le lac à Salé qu'on ne voit pas sur l'image, il est plus au sud, le désert de sel lui-même, et les canyons de sel avec dedans une grotte avec de l'eau. Donc ces trois environnements-là sont très légèrement acides, ils ont un pH un peu en dessous de 7, ou alors transitoirement acides comme le désert de sel qui parfois a une activité hydrothermale mais pas permanente, un pH vers 4 à ce moment-là, et une salinité autour de 20%, donc 20-30% comme on se rapproche de la mer Morte.
D'accord. Donc en fait là, rien que dans le site de Dalol, en fait, t'as quand même des environnements qui sont différents, quoi. On En a des fait. environnements très différents et dans un périmètre proche, quoi. C'est ça Ouais. qui est extraordinaire. Donc je vais vous D'accord. parler de ces sites un peu plus en détail. On va les Ok. voir d'un peu plus près. Donc Il y a, il y a quelqu'un oui. qui, excuse-moi, il y a quelqu'un qui demande est-ce que les sources thermales et pas hydrothermales, ça a aussi un rapport avec avec ce phénomène de chauffage de l'eau suite au contact avec un magma, ou alors ça a rien à voir ou... Ouais, la source thermale, si enfin à ma connaissance, c'est que des sources qui sont chauffées. Alors, je connais pas la nomenclature. Après, je sais qu'il y a des eaux de source qu'on chauffe artificiellement, mais je sais pas si on appelle ça eau thermale. Du coup, je sais pas si on a le droit d'appeler ça comme ça. Mais les eaux Ouais. thermales, ce sont souvent, en tout cas, des eaux qui sont en contact, pas forcément directement avec une couche de magma comme c'est le cas ici, hein, parce que je pense qu'elles seraient pas de la couleur qu'on les connaît, mais qui en tout cas sont proches de roches qui sont chauffées par oui du magma qui est sous la surface. D'accord. Donc c'est Donc c'est le même... des eaux qui sont chauffées mais là il y a pas, je sais pas s'il y a circulation forcément d'eau entre la poche de magma et le En fait, le mot hydro, enfin le hydro, préfixe c'est l'eau hydro, et c'est juste pour préciser que c'est de l'eau, mais en fait, c'est ça. finalement... Ok. Mais oui, il y a une histoire de volcanisme derrière, enfin de magmatisme en tout cas, c'est sûr. D'accord. Alors, donc voilà, là, Dalol, une image typique de ce qu'on peut voir à Dalol. Donc, c'est une image qui est prise en hauteur par un drone. Hein. Un humain ferait à peu près cette taille-là. Donc, ce que vous voyez en haut, ce sont donc des petites cheminées hydrothermales qui font quelques dizaines de centimètres de haut, d'où s'écoule l'eau sous pression, qui est à plus de 100 degrés par conséquent. Cette eau, elle est assez claire au moment où elle sort de la cheminée. Les sels précipitent instantanément. Donc, et puis, ensuite, on a l'eau qui s'écoule dans des petites vasques qu'elle forme d'elle-même en précipitant ensuite le sel. Et plus on va descendre, plus on va s'éloigner de la source et plus plus les atomes qu'il y a les molécules qu'il y a dans l'eau vont s'oxyder. Et donc, Alors, on va qu'est-ce que ça veut devenir de dire plus en ça? plus brune. S'oxyder. C'est-à-dire que le contact avec l'air va entraîner des réactions chimiques qui va changer la chimie de certaines molécules. Alors, je vous dis pas encore ce que c'est parce que Ouais. on n'est pas encore censé avoir vu la chimie. Là, je vous Oui, montre oui, comme bien si sûr. nous, on allait sur place ensemble et qu'on voyait ça. Après, on a fait des années chimiques, donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais voilà, quand on voit ça à Dalol, on voit que plus on s'éloigne de la source, plus la chimie change. Donc déjà, l'eau va s'évaporer certainement, donc ça va devenir peut-être de plus en plus salé. Mais en plus, on a clairement une réaction qui se fait aussi avec l'air. Avec Ok, le parce temps. que oui, jusqu'à maintenant, l'eau, elle n'a pas forcément été au contact avec l'air, avec le dioxygène. Non, Donc du coup, effectivement, comme elle sort, l'oxygène rentre en compte et peut réagir et transformer la c'est matière, ça. quoi. Sachant que ça ne Ouais, le fait pas instantanément parce que ouais, les eaux hyper salées sont rarement très oxygénées, donc c'est une réaction qui n'est pas instantanée. d'accord. Et donc les pH sont systématiquement négatifs et ils sont de plus en plus négatifs plus l'eau devient sombre et oxydée. Qu'est-ce que ça veut dire du coup si c'est extrêmement négatif? C'est que c'est de plus en plus C'est... acide. Ouais, c'est ça. Désolé de poser des questions bêtes. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est pour que au Ouais, cas t'as où si raison. les gens ne se souviennent pas de l'échelle, même si tu l'as rappelé, l'échelle de pH. Mais du coup, ok, c'est des eaux de plus en plus acides au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. C'est ça. Cool. Maintenant, on va parler du Yellow Lake. Donc, le Yellow Lake, il a un pH aussi très faible, donc il est très acide, mais on n'est pas dans les négatifs. Donc, on a 1,7. La température en surface, il n'est pas très profond, elle est de 40 degrés, donc on est un peu plus chaud que les eaux de Dalol qui, quand elles sont éloignées de la source, sont vers 25 degrés, 25-30 degrés. Mais donc, il y a une petite source de chaleur. Et vous voyez qu'il y a un dégazement constant. Et la salinité ici est très forte, supérieure à 50%, mais c'est difficile de la mesurer parce que l'eau est aussi huileuse, donc on soupçonne qu'il y ait présence de matière organique aussi, enfin qu'il ne soit pas que de l'eau, Ok. des hydrocarbures peut-être, ce genre de choses. Et donc ça va interférer dans la mesure de salinité avec la petite sonde qu'on a sur place. Donc en fait, c'est enfin c'est un peu moins acide, mais plus C'est bien plus salé. salé. Enfin, c'est certainement bien Ouais, plus salé, ouais. d'accord. Et la chimie est complètement différente. Enfin, la chimie, la couleur est un Ouais, peu au niveau des couleurs déjà. Ouais. au niveau de la couleur, au niveau de la texture. Hmm. Euh, Parce que vous avez on... touché aussi comme ça? Vous Ouais, avez bah, palpé comme ça? Vous avez trempé les on doigts? n'a pas le choix en fait parce que quand on échantillonne, on s'en met sur quand on Ah quand on ouais, verse le thé, on d'accord. s'en met un peu sur la main, donc
le touche et puis on en a Sur vite les gants, en fait, vous en mettez, non, surtout. Ah oui, oui, sur les gants. Ouais, Mais parce- on parce- sent quand même, les gants sont fins. Enfin, les gants sont faits ouais. pour qu'on sente quand même pas mal et c'est huileux, quoi. Ah ouais, donc déjà, ouais, on sent que c'est pas la même Oui, puis composition. quand on les a en bouteille et qu'on verse comme ça pour regarder la viscosité, on voit Ouais. que c'est très visqueux, c'est différent. D'accord, c'est marrant ça. Et c'est à combien de kilomètres les deux que tu as comparé là entre le Tu vois, différence? C'était là, il y a l'échelle il y a le kilomètre, donc on est à 2 kilomètres de ça nous. c'était le Yellow Lake et avant c'était quoi? Excuse-moi, C'était les piscines les hydrothermales qui sont sur le dôme de Dalol. ouais d'accord ok en C'est vert. le dôme lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Donc vraiment ouais, Dalol. ok. Dalol stricto sensu, quoi. Il y avait une question concernant le pH. Quel est le pH le plus faible qu'on a réussi à mesurer? Alors Euh, en général et peut-être même plutôt à Dalol du coup. Je sais pas si tu auras la réponse aux deux questions. En général, je sais pas quel est le plus faible qu'on ait mesuré. Je sais que dans certaines mines, anciennes mines, on peut descendre à des pH jusqu'à -3. Après, est-ce que c'est le record Mais après, il faut savoir que à partir des pH négatifs, nous, on a continué à utiliser l'échelle de pH parce que nous, en tant que biologistes, elle nous parle et qu'elle parle aussi à beaucoup de gens, y compris dans la communauté scientifique. Mais Mhm. à partir d'un certain niveau d'acidité, il faut changer d'échelle parce que l'échelle de pH, elle fait moins sens à partir d'un certain niveau. Donc, Ouais, mais d'accord. on est descendu, on va dire, jusqu'à des pH de -3 environ. Et à Ok. Dalol, le record qu'on ait pu mesurer, c'est -1,7. Donc, Et -3 c'est où? C'est ailleurs que Dalol du coup. c'est dans des mines, dans des anciennes mines, dans des écoulements qui sortent d'anciennes mines. Donc c'est semi-naturel puisque quand même il y a de l'activité humaine passée. Ok. Et ouais, c'est des fortes concentrations en métaux qui ont fait des, des coulées acides. D'accord. Il y a une question concernant les hydrocarbures que tu as évoqué tout à l'heure là dans cette eau justement du Yellow Lake. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces molécules organiques? Est-ce que il y aurait du coup une sorte de nappe d'hydrocarbures en dessous Alors du oui, lac ou... il pourrait y avoir deux origines. Quand on voit ça, on peut se dire qu'il y a deux origines. Je fais comme si je découvrais comme vous le cite, hein, tant qu'à D'accord. faire. Ouais, ouais. Donc quand on voit ça, on peut se dire qu'il y a deux origines. Soit c'est un truc qui est produit par des micro-organismes qui sont présents dans l'eau. Soit c'est effectivement qu'il y a une nappe sous-jacente. D'accord. Et c'est une possibilité. Donc les deux sont possibles. La nappe sous-jacente est fortement probable puisque ce désert de sel, si on a un désert de sel, c'est qu'il y avait de l'eau avant. Et en fait, ici, on est dans un ancien bras de mer en fait qui a été coupé de la mer Rouge par une coulée volcanique puisque c'est un lieu très volcanique et qui en fait s'est asséché. Donc sous cette couche de sel, oui, certainement qu'il y avait l'ancien fond marin dans lequel se déposent normalement tous les organismes morts et qui donc, avec le temps, le processus a fait certainement que c'est devenu Ah oui, d'accord. des hydrocarbures. Donc il y a très certainement une nappe en dessous, enfin un endroit, Il y a très des réserves certainement. de matière organique. C'est ça. Donc les deux sont possibles et sont cohérents. Enfin, le Ok. premier, on n'en sait rien. Est-ce que c'est des micro-organismes? On n'en sait pas. Mais en tout cas, le deuxième est très cohérent avec la zone, Avec puisque ça, l'histoire de la zone. avec l'histoire de la zone, ouais. Ok. Cool. Donc les gaz, comme je disais, cet endroit dégage constamment. Et c'est des gaz très toxiques. Alors sur Dalol aussi, on peut avoir le Dalol, le dôme, on peut aussi avoir des gaz toxiques, un peu des gaz avec du soufre. Yes. Mais là, on est sur des gaz complètement différents. Ça a une odeur difficile à décrire, mais qui fait vraiment hydrocarbure justement et qui est très nauséabonde. Et donc, comme on le voit, il y a beaucoup d'animaux morts dans le coin. Et on est obligé de porter des masques à gaz, sinon on devient très vite malade. Mais pour J'ai oublié de mettre mon stream en plus de 18 ans là, je crois. Euh, Non, mais ouais, c'est pas grave, désolé c'est pour pas le, grave. pour le, le Non, petit, mais le petit chat mort. le petit chat, quelqu'un se demandait ce que c'était au milieu. C'est vrai qu'on voit pas trop. On voit pas trop, c'est plein de cadavres d'oiseaux. D'accord. Ouais. Mais il faut Et savoir que le il y a des gens masque qui ont. suffit à protéger comme ça des Ouais, c'est des lapins? masques exprès avec des filtres pour les zones volcaniques, donc il suffit, ouais. D'accord. Donc il y a il y a plusieurs types de filtres qui existent, mais en gros avec ça on respire très bien. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas peur parce que c'est une zone de plus en plus touristique d'Alol, comme il y a eu plusieurs reportages qui ont été tournés là-bas avec des chercheurs, dont notre équipe aussi pour l'expédition de 2016. C'est devenu une zone touristique, donc il y a plein de touristes qui viennent tous les jours, hein, des quarts et des quarts de touristes. Et il y a des gens qui se baignent dans le Yellow Lake. Ah bon? Ouais, bon, écoutez, donc
Donc les gens qui n'ont pas peur. Moi, je sais pas leur état de santé après, hein, mais surtout qu'il n'y a pas de douche sur des kilomètres à la ronde. Mais Dans bon. le Yellow Lake, là, le pH Ouais, celui qu'on a vu, ouais. 1, Alors moi, quelque j'en ai chose. jamais vu se baigner, mais si vous tapez Yellow Lake sur enfin alors non, il a un nom local, donc il s'appellera peut-être pas Yellow Lake, mais si vous mettez Yellow Lake Éthiopie, c'est le nom qu'on donne souvent comme ça, et vous pourrez voir des photos de gens qui se baignent dedans. Mais du coup, enfin, il n'y a pas des démangeaisons Je de sais pas, l'acidité. je disais, je pense que c'est pas agréable, hein, c'est sûr. Ouais. Puis le sel reste après, quoi. Pour se débarrasser d'une telle quantité de sel et d'hydrocarbures sans se laver, ça doit être compliqué. Il y a une question, excuse-moi encore, il commence à y avoir certaines questions sur ouais, tu as parlé d'oxydation, de l'effet du dioxygène sur la chimie et par rapport justement aux hydrocarbures, est-ce que enfin, je sais pas, est-ce que l'oxydation touche aussi les hydrocarbures? Enfin, sans doute, mais comment le mesurer à ce moment-là? Enfin, je sais pas. Quel est ton avis là-dessus? Non, on voit pas pour le Yellow Lake, on voit pas. Autant pour Dalol, on la voit l'oxydation à l'œil nu puisque la couleur change et que quand on connaît un petit peu les processus d'oxydation, on se doute que ça doit être quelque chose qui est lié au fer parce que le fer ferreux, donc non oxydé, il est vert, et puis quand il s'oxyde, ça devient rouge, brun, comme ça. Donc on se doute que ça doit être lié au fer, mais tant qu'on n'a pas vu la chimie, on peut pas trop dire. Autant pour le Yellow Lake, il n'y a pas de différence dans le temps, donc je pense pas que ça s'oxyde, ou alors ça se voit pas. Et c'est donc non, pour le Yellow Lake, on n'a pas vu de. D'accord, ok. Alors maintenant le Black Lake, qui est un très beau lac, parce qu'il a vraiment une couleur. Enfin, il a l'air d'avoir une couleur noire. En fait, l'eau n'est pas vraiment noire, mais la profondeur fait qu'il a l'air noir. C'est le plus profond. Il fait 6-7 mètres à peu près. On a réussi à le mesurer en mettant en faisant un montage pour réussir à sonder la profondeur. Et alors, le pH ici est un peu plus élevé encore, donc on est moins acide que les deux autres. On est quand même acide, hein, pH 3, ça reste acide. La température en surface est de 70 degrés, ce qui signifie que à l'intérieur, en profondeur, ça doit être beaucoup plus chaud. Et la salinité est très élevée, on est à 76% de sel. Donc ça veut dire que quand on met la sonde, on voit que c'est visqueux déjà, donc tout n'est pas complètement dissous. Et dès qu'on récolte, ça précipite presque instantanément. Donc c'est assez particulier comme lac. Il est tellement salé qu'en fait, on voit pas très bien sur la photo, mais si un jour vous regardez le film d'Olivier Grunewald, il a filmé ce lac et on voit que le sel en arrivant à la surface cristallise et poussé par le vent, ça fait de très jolies rides cristallines à la surface. Donc c'est un lac assez extraordinaire. Ok. Voilà, on a des niveaux de salinité assez élevés, ouais. Très élevés, peut-être les plus élevés, encore des températures différentes, un pH différent, et probablement une composition chimique différente aussi. Il n'a pas la même tête que les autres. Ok, je vais revenir aussi sur deux, trois questions. Il y a une question assez amusante par rapport justement aux gens qui se baignent. Est-ce que, comme on sait que les gens se baignent, ils apportent pas de la contamination sur ces lieux-là, tu vois? Si, évidemment, hein, c'est un des problèmes de. Bon, je comprends tout à fait les touristes qui viennent dans cette région, même si je trouve qu'ils dépensent une fortune incroyable pour y aller, mais c'est clair que c'est un problème quand on échantillonne des endroits et qu'il y a des gens qui se baignent dedans. C'est pour nourrir leur Instagram, je pense. Ouais, il y a des chances vu que ça se retrouve sur Internet. Donc... Ouais. Et il y a aussi, c'est aussi des gens très superstitieux de ce que j'ai entendu, parce que je leur ai pas parlé, mais c'est les Afars, les Éthiopiens qui sont avec nous, qui nous racontent que en fait, ces gens pensent que les eaux ont des vertus, des propriétés magiques, hein, on peut le dire, et que, enfin, je sais pas, ça va leur apporter des bienfaits de se baigner là-dedans. Enfin, ok. Quand je vous raconterai la composition chimique, je vous déconseillerais de vous baigner dans des eaux dont vous savez pas ce qu'elles sont faites, surtout quand elles sont bizarres comme ça, parce que c'est pas du tout. Spoiler alerte, c'était pas du tout une bonne idée, mais bon, j'espère qu'ils s'en sont bien sortis, quoi. Mais... Ouais, peut-être qu'un jour on verra sur le marché les ventes de flacons de pseudomédecine, de flacons qui contiennent des échantillons de l'eau, ouais, des lacs de ce serait dramatique parce que c'est des lacs qui ont tendance à s'assécher quand même dans le temps, donc ce serait dommage de les vider. Ouais. Bon, on peut faire de l'argent avec tout, hein, aujourd'hui.
Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Alors ensuite, on a les autres lacs dont je vous ai parlé qui sont plutôt hyper salés ou parfois transitoirement acides en plus, mais en général qui ont un pH proche du neutre. Et je les mets un peu dans le même paquet parce que justement leurs conditions physico-chimiques sont assez semblables. Mhm. Donc voilà, on a des pH, comme je disais, parfois transitoirement autour de 4, mais en général autour de 6,5. La température, c'est la température ambiante. Et la salinité, on est à 20 à 30% de sel. Donc on est quand même dans des environnements très très salés. Hein. C'est rare de trouver des environnements aussi salés. Mais on n'est pas dans des milieux hyper acides. Ok. Juste, je me demandais quand je voyais les pourcentages de salinité, en fait, quand on est à 100%, on est à la saturation complète, non, en théorie, c'est ça? En Enfin, fait, la saturation, elle dépend du type de sel. Par D'accord. exemple, pour le sel de table, la saturation, elle est autour de 35%. Ah, Donc, ok. Ça, c'est la donc pour salinité globale, en fait, de l'échantillon. c'est la salinité globale de Ouais, ouais, c'est l'échantillon. ça. C'est difficile à mesurer. Enfin, c'est pas évident de mesurer la salinité d'un échantillon, mais Ouais, bon, ok. c'est des ordres de grandeur. Donc oui, 35%, c'est la saturation du NaCl. Après, par exemple, pour le sel de magnésium, le MgCl2, eh ben, on est à 70%, je crois. Donc on a des pourcentages bien plus élevés avant que le sel précipite. Et ça dépend aussi de la température, il faut savoir. Plus c'est chaud, plus c'est facile de dissoudre du sel. Donc quand vous voyez tous ces environnements qui en plus sont très proches les uns des autres, vous comprenez bien qu'on a une chance extraordinaire à Dalol. Déjà, on a plusieurs sites hyper salés, hyper acides au même endroit, avec des chimies différentes et des gammes de pH et de salinité différentes, des gammes de température aussi différentes. Et on a en plus des choses qui peuvent nous permettre des contrôles positifs des environnements seulement hyper salés. Donc on a vraiment toute une gamme, enfin, même plusieurs gammes de pH, température, salinité. Et ça devient un terrain extraordinaire pour se poser les questions suivantes qui sont la vie est-elle possible tout le long de ces gradients? Et si oui, quel genre d'organismes on va y trouver? Bon, ici, on n'a pas trop de doute que ce sera des micro-organismes parce qu'il n'y a pas de poissons ou autres, hein, évidemment. Et donc, vraiment, c'est ces deux questions qu'on va se poser, nous, en tant que biologistes, en découvrant ce genre de site. Donc, pour y répondre, il faut d'abord qu'on collecte des échantillons. Alors, qu'est-ce qu'on collecte? On va collecter ce qu'on appelle des filtres. Donc, on va avoir des filtres avec nous sous différentes formes. Et l'idée, c'est qu'on a une membrane qui est percée de tout petits pores. Ces pores sont suffisamment larges pour laisser passer l'eau, mais trop petits pour laisser passer des particules de la taille de micro-organismes ou des micro-organismes. Okay. Donc, on va pouvoir comme ça filtrer des volumes importants d'eau et ne garder que la biomasse sur ces filtres, qu'on va ensuite mettre dans de l'éthanol et puis pour amener en laboratoire chez nous. Donc on filtre sur place, on ne peut pas ramener des bidons et des bidons d'eau par avion. Et on va aussi collecter quelques liquides tels quels, dans l'espoir de faire peut-être des cultures de micro-organismes ou alors de faire des analyses chimiques. Et on va aussi collecter quelques solides. Donc le tout dans les conditions les plus stériles qu'on peut réunir sur un terrain. Au total, on a échantillonné au cours des 2 expéditions dont je vous ai parlé, 2016 et 2017, 183 échantillons au niveau de 63 sites d'échantillonnage différents sur les différents domaines que vous avez vus, Yellow Lake, etc. Ces échantillons, on leur fait passer une batterie de tests, donc des analyses chimiques pour caractériser au mieux notamment les environnements liquides, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On va regarder les filtres au microscope électronique à balayage pour une certaine partie, pour regarder qu'est-ce qu'on voit dessus, est-ce qu'on voit des sels, est-ce qu'on voit des micro-organismes. Ça fait des images, ça, le microscope. Ça fait des images, les microscopes. Ouais, c'est pour zoomer, pour voir des choses qui sont de taille microscopique. Okay. On va essayer de faire des cultures microbiennes. On va voir si on arrive à enrichir, voire isoler quelques micro-organismes. Et enfin, on va faire aussi de la cytométrie en flux. Alors, cytométrie en flux, c'est un truc dont vous avez sûrement jamais entendu parler ou... Non, pas moi. Je ne sais pas dans quel contexte, mais l'idée, c'est de regarder si c'est de mettre une molécule fluorescente dans un échantillon d'eau du site et de la faire passer dans une machine qui va vérifier si la molécule fluorescente s'est accrochée ou non à une particule, donc probablement un micro-organisme, et de pouvoir trier les micro-organismes dans des tubes. Donc ça, c'est un outil très puissant qu'on ne retrouve pas partout. Et on fait aussi de la biologie moléculaire classique, mais qui est la plus importante pour le microbiologiste, c'est-à-dire qu'on va extraire l'ADN des micro-organismes et on va séquencer cet ADN pour les identifier. Parce qu'aucune des autres techniques ne nous permet de les identifier, ça nous permet de les caractériser un peu ou de déterminer la présence-absence, mais
Le seul moyen d'identifier le micro-organisme, c'est d'extraire l'ADN et de les séquencer. Ok, sur la cytométrie en flux, j'ai pas trop bien compris en fait. Je vais la C'est- détailler Ah, après, mais tu l'expliques après, mais ouais, je vais sur le détailler. principe Là, de c'est la pour vous montrer les, fluorescence, oui, d'accord, le truc général. là, c'est pour vous montrer tous les tests qui sont passés. Mais je vais parler de chacun de ces trucs. Ok. Et sinon, j'ai deux petites questions. Ça parle d'osmose inverse quand je pense que tu fais la filtration quand tu utilises un filtre pour récupérer uniquement les micro-organismes et laisser passer le liquide. Est-ce que c'est ça ce que vous utilisez est-ce que c'est une technique d'osmose inverse ou... Moi, je me souviens plus ce que c'est l'osmose inverse en vrai, mais je sais pas Moi ce non qu'il a. plus. Je sais pas. Je sais- Je me souviens avoir vu ce terme-là, mais je en l'ai vu gros, aussi une fois dans ma vie, mais je sais je me souviens plus la pas. définition exacte. Bah, c'est pas grave. Moi non plus. Mais Bah, on est dans la merde, voilà. ouais, je suis désolée. C'est pas grave, je suis sûr qu'il expliquera sur le chat. D'accord. L'autre petite question, c'était, ouais, c'est une bonne remarque en fait entre la collecte et les analyses, il y a forcément du temps qui passe. Mhm. Est-ce que la composition peut être amenée à changer et parce que, enfin, du coup, Ouais, est-ce que bien vous sûr. prenez ça en compte, je pense, Alors, c'est pour ça que c'est important de filtrer sur place, parce que du coup, on vient de récupérer l'eau. On la filtre instantanément, donc normalement la communauté n'a pas eu le temps de changer. Et ces filtres, on les met tout de suite dans de l'éthanol. Donc l'éthanol, ça va tuer les micro-organismes, mais c'est un très bon préservant pour l'ADN. D'accord. Donc on va garder l'ADN tel quel. Par contre, les micro-organismes sont morts, mais leur ADN va être préservé jusqu'à ce qu'on l'analyse. Dans quoi t'as dit, excuse-moi, Euh, éthanol? Non, t'as dit de quoi? l'éthanol, ouais. Ouais, c'est ça. On peut mettre de l'éthanol ou du ARN à l'éther, mais nous on utilise de l'éthanol. C'est parce qu'on n'utilise pas le formol pour conserver des macro-organismes, enfin, genre Des des trucs. macro-organismes, ouais. Mais je Ouais, sais plus ouais. ce que c'est le formol comme C'est une autre molécule. Ne molécule. me parle pas de C'est un chimie. alcool, c'est moi le C'est un chimiste en alcool, plus, mais ça c'est devrait pas. être moi Vous êtes un qui chimiste. c'est Je moi sais qui plus devrais la connaître la composition, formule je sais du plus à quoi formol. ressemble les chaînes, mais oui, Non, mais c'est c'est un juste autre. en gros voilà, on utilise de l'alcool pour On préserver n'utilise jamais les de formol en microbiologie, en tout cas pas à mes connaissances, c'est peut-être plus parce en que pas en parce que micro. j'imagine que là, ce qui compte pour nous, c'est la préservation de l'ADN Oui, oui, bien et sûr. pas de tissu, donc j'imagine que c'est pas les mêmes choses qu'on Ouais, recherche. sans doute. Voilà. Par contre, quand on prélève à la bouteille, oui, il y a des chances que les communautés changent. Ouais. La composition chimique, enfin, comment dire, la composition chimique peut pas changer, mais l'oxydation peut changer. Donc nous, on essaye de vraiment mettre aucun air dans nos bouteilles. Et après, on les ferme hermétiquement. Donc ça préserve assez bien. L'eau change pas de couleur, donc ça veut dire qu'a priori, elle s'oxyde pas. Mais dès qu'on les met dans des falcons, enfin, c'est-à-dire des tubes comme je suis en train de prélever avec ma main là, c'est sûr que quand on met de l'eau dedans, elle change assez rapidement. Au bout de une semaine, elle change de couleur. Donc c'est clair qu'on préserve pas l'état d'oxydation et que les communautés peuvent changer dedans. Oui, c'est pour ça qu'il faut filtrer sur place. Est-ce qu'il faudrait pas aussi que la bouteille soit dans un matériau qui soit pas transparent mais opaque pour éviter Bah, qu'avec il n'y a pas de raison. que le Le site est rayonnement le site est en pleine lumière. Enfin, ouais, le site est déjà en pleine lumière, tu aimes bien. Vous faites pas des prélèvements en profondeur tant que ça en fait, ça reste sur la surface. en fait, c'est très peu profond. Bon, Ouais, déjà, on n'a aussi, pas le ouais. matériel pour prélever en profondeur, même si on voulait, mais de toute façon, c'est très peu profond. Ouais, ouais. Ok. Sauf le Black Lake qui est plus profond, mais on a échantillonné que la surface ou quelques dizaines de centimètres de mètre. Donc ce que tu disais faisait 6 mètres, un truc comme ça? Non, je sais plus. Il fait 6-7 mètres, ouais. On n'a pas le matériel pour. Ok. Et est-ce qu'il y a des problèmes à la douane quand vous ramenez des échantillons? Comment vous faites? Je sais pas si je dois donner la version officielle. Officielle ou officieuse? Bah là, je pense pas qu'il y ait des. Non, mais en gros, en fait, évidemment, quand on fait des missions comme ça, c'est officiel, donc on y va vraiment. On peut pas y aller. En plus, c'est une zone, la frontière avec l'Érythrée, c'est une zone diplomatique rouge, parce que pendant longtemps, ils ont été en conflit militaire. Et en 2016, en 2017, ils étaient encore en conflit militaire, donc on n'y allait pas sans l'armée. C'est Donc quel pays, pardon, qui sont en conflit? l'Érythrée, L'Érythrée. qui Avec était l'Éthiopie? qui appartenait avant l'Éthiopie, et puis Ah, ensuite non. d'accord. Ouais, c'est un gros conflit. Enfin, ça a été un assez important conflit militaire, donc ils étaient. Enfin, il y a un fort risque. Enfin, il y avait en tout cas, maintenant je sais pas, mais il y avait un fort risque de kidnapping quand on y allait.
Donc voilà, on n'y va pas dans ces zones-là et c'est interdit de dormir sur place comme on a fait. Donc il faut y aller qu'avec des autorisations. On peut pas y aller sans l'autorisation et de l'armée et des autorités éthiopiennes et des Afars, la tribu qui vit en cette zone. Donc on y va vraiment officiellement. On n'est pas là en furtif. Ouais, en clandestin, allez hop. Et donc nos échantillons, on est obligé de les faire valider par je sais plus comment ça s'appelle, c'est le ministère des Mines, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais on est obligé de les faire valider par quelque chose qui contrôle en fait qu'on n'est pas en train de faire de la prospection minière, parce que c'est pas pour ça qu'on est venu, et qu'en fait il y a beaucoup d'intérêts miniers dans la zone parce qu'il y a de la potasse, etc. Et donc ils vérifient qu'on n'est pas en train de faire de la prospection minière, donc ils vérifient tous nos échantillons. Ok. Mais donc c'est la partie officieuse. On en emmène quand même les filtres d'ADN, on les emmène avec nous parce que c'est le plus important. Et que de toute façon c'est pas ça qu'ils cherchent, puisqu'ils cherchent, ils vérifient qu'on n'emmène pas qu'on fait pas la prospection minière, et que si jamais il arrive, c'est arrivé qu'ils perdent ou qu'ils gardent, je ne sais pas, des caisses d'échantillons, et ça c'est ce qu'on veut absolument pas, parce que vu le coût que ça coûte de faire une mission comme ça, donc ça on les garde avec nous. Du coup. Et on prend l'avion avec, mais ça pose aucun problème à la douane. C'est pas, ça ne paraît pas bizarre dans les valises, quoi. C'est juste des filtres. On les met dans soute, évidemment, c'est l'éthanol. Ouais. Donc voilà. C'est plus au niveau du pays, quoi. C'est eux, c'est pas tant la douane, c'est plus les gens sur place qui surveillent. Je pense que échantillonner dans n'importe quel pays, c'est un peu problématique. On prélève de l'eau et des cailloux, enfin des minéraux, c'est jamais très apprécié dans aucun pays. C'est le patrimoine naturel du pays, quoi. C'est ça, puis ça peut. Faire de la prospection minière illégale, ça peut être très très mal vu, évidemment. Ok. Donc c'est très contrôlé. D'accord. Alors là, je vous montre un petit peu de façon très simple, parce que c'est bien plus complexe que ça, mais les résultats des analyses chimiques. Donc le dôme de Dallol et les piscines hydrothermales Dallol sont essentiellement composés de sels métalliques. Donc l'élément dominant, c'est le fer, des chlorures de fer très certainement. Et donc c'est bien ça qui explique majoritairement la couleur qui change avec l'oxydation. Donc on passe du vert de plus en plus vers le brun. Plus le fer se fait oxyder, plus ça change. Et plus il devient rouge. C'est le fer qui donne la couleur. C'est surtout le fer, ouais. Il est rouge comme le sang, quoi. C'est pas, c'est pas exactement le même. C'est pas exactement ce rouge-là, ouais. C'est un rouge rouille, quoi. Rouge marron. C'est ça. On a aussi beaucoup de sel de sodium, donc celui qu'on a l'habitude de manger à table, et de potassium qu'on peut consommer, mais qui a un goût désagréable. Pour ce qui est non, j'ai pas. Mon maître de thèse, David, a goûté l'eau de tous les sites, mais je déconseille ce genre d'expérience. Et donc, on a la description de chaque fois les goûts que ça avait, mais donc, on peut sentir apparemment le goût des différents sels. Pour ce qui est du Black Lake et du Yellow Lake, on est ici avec beaucoup de sels de magnésium et de calcium. Et il faut savoir que c'est certainement des chlorures, parce que les chlorures sont majoritaires aussi. Les sels de magnésium et de calcium, il faut savoir que c'est des sels qui sont extrêmement toxiques. On peut en consommer de très faibles quantités, mais aux proportions où il y en a, à 76% ou plus de 50%, c'est des proportions qui sont vraiment énormes. Donc je vous déconseille fortement de vous baigner dans ces lacs si vous y allez. Et enfin, on a les lacs hyper salins ou transitoirement salés, acides, qui eux sont composés essentiellement de NaCl, même s'il y a un petit peu de sel de potassium dans des proportions plus faibles. Donc on est vraiment dans du sel qu'on a l'habitude de côtoyer dans notre quotidien. Par rapport à la toxicité de ces sels, comme je vous disais, dans ces proportions-là de chlorure de magnésium et de calcium, on est dans les limites, on est au-delà, très très loin au-delà des limites connues dans lesquelles la vie peut se développer par rapport à ce qu'on connaît dans la littérature d'autres études scientifiques. Donc a priori, comme ça, si on regarde la composition chimique, on peut se dire que ces lacs-là sont au-delà des limites connues de la vie, et que Dallol et les autres sites hyper salés, par contre, eux, sont dans des compositions chimiques pour lesquelles on peut imaginer voir la vie se développer. On a quand même tout analysé, évidemment, pour la suite. Donc, on a regardé les filtres au microscope électronique à balayage.
pour regarder qu'est-ce qu'on avait à la surface. Donc là, vous voyez les pores, donc ça c'est pas des cellules, parce que vous voyez les petits points noirs que vous voyez, c'est les pores des filtres qui sont tout petits. Et donc on peut distinguer en 3 catégories nos observations, pour faire simple. Il y a les objets, enfin les particules qui ressemblent vraiment à des cellules, par leur taille, par leur morphologie, c'est rond, par leur, j'ai appelé ça comportement, mais c'est pas le vrai terme scientifique. C'est-à-dire qu'on voit que par exemple, le vrai terme scientifique. Je sais pas s'il y a un vrai terme scientifique pour ça. Ah d'accord. Et c'est juste que voilà, c'est le mot que j'emploie, mais je sais pas s'il y a un. On voit qu'elles sont agglutinées entre elles, donc peut-être qu'elles forment une colonie. On voit même qu'elles font des ponts entre elles. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve chez quelques micro-organismes pour communiquer ou pour faire des échanges. Et quand on regarde la chimie, parce qu'on peut faire avec certains microscopes électroniques à balayage, on peut faire des analyses chimiques ponctuelles ou même des cartes chimiques, on voit que ça correspond à la chimie de cellules, c'est-à-dire des atomes légers, plutôt de carbone. Donc ça, on peut se dire, quand on voit ça, on peut se dire c'est probablement des cellules. On a des choses qui ont à peu près la même tête, la même morphologie. D'ailleurs, et puis l'échelle est similaire, on a 1 micromètre là. Et le comportement, a l'air peut être aussi un comportement qu'on pourrait voir pour des cellules. On voit pas de pont, mais enfin, elles sont agglutinées entre elles. Par contre, quand on regarde la chimie, on voit qu'on n'est plus du tout dans des choses qui ressemblent à du vivant. On est dans des silicates ici, pour cet exemple-là. Donc ça, on peut se dire, ça, c'est peut-être des biomorphes, c'est-à-dire des composés abiotiques, des sels, par exemple, ou des silicates qui ressemblent à des cellules, mais qui n'en sont pas. Donc c'est un peu le piège. C'est ça, biomorphe. Biomorphe, c'est ça. C'est des structures. Ce que ça veut dire. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup en biologie. Je sais que c'est pas toujours le cas dans tous les domaines, mais en biologie, c'est ce qu'on entend quand on parle de biomorphes. C'est des structures non biologiques qui ressemblent vraiment à des cellules. Structurellement, quoi, sur les photos. C'est ça. Mais en fait, la chimie, tu dis silicate, du coup, c'est du minéral, quoi. C'est minéral. À base le silicate, c'est un minéral à base de silicium. Ouais. Et enfin, on a des objets des particules qui n'ont ni la taille, ni la morphologie, ni le comportement, ni la chimie de cellules. Et là, on se dit, bon, ça, c'est probablement pas des cellules. Donc, en gros, pour les milieux hypersalés, on a vu essentiellement des choses qui ressemblaient à des cellules ou peut-être à des biomorphes. Pour le lac salé, il y avait les deux. Pour Dalol, on a vu que des choses qui ressemblaient plutôt à des biomorphes. Et pour Black Lake et Yellow Lake, c'était vraiment plutôt des particules qui ne ressemblaient pas à des cellules ou qui se rapprochaient de biomorphes. Mais attention, ça ne veut ça veut pas rien dire, c'est informatif, mais c'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à base d'images de microscopie électronique à balayage, trancher si sur ce qu'on voit sont vraiment des cellules ou n'en sont pas. Il faut faire des analyses complémentaires. C'est complètement insuffisant et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le passé vis-à-vis d'images du microscope électronique à balayage. Donc on va arriver à la partie qui, moi, est plus ma spécialité, donc c'est la biologie moléculaire, avec laquelle on étudie vraiment la diversité microbienne. Donc on a nos échantillons, donc ça va être des filtres, comme je vous disais, qui sont dans leur petit tube avec de l'éthanol, et des échantillons solides. Et à ces échantillons-là, on va extraire l'ADN. Donc, il y a des extractions, c'est des étapes d'extraction chimique et puis de choc thermique, etc., pour casser les cellules et faire sortir l'ADN. Pour les faire ouvrir, parce que les cellules, c'est vraiment des... c'est comme des capsules. Des enveloppes, c'est des capsules, donc faut ouvrir l'enveloppe, quoi, la capsule. C'est ça, pour libérer l'ADN. Et après, on purifie. Il y a des étapes de purification pour enlever tous les déchets qui n'intéressent pas, les parois, etc., les particules minérales, et ne garder que l'ADN. Bon, c'est tout un protocole. Et donc, on obtient à la fin uniquement l'ADN communautaire, c'est-à-dire qu'on a l'ADN de tout ce qu'il y avait dans l'échantillon, donc plein d'espèces mélangées, on suppose. Donc, on a des génomes entiers, des ADN entiers de peut-être milliers d'espèces. Donc, tout ça est emmêlé. Et pour savoir qu'est-ce qu'on a là-dedans, on va cibler un gène qu'on appelle un gène marqueur d'identité. Alors, il n'y en a pas qu'un, mais nous, on en cible qu'un. Les gènes marqueurs d'identité, c'est des gènes qui sont chez tous les organismes vivants. Donc, chez tous, nous, les bactéries, les archées. Mais qui sont, parce qu'ils codent pour des fonctions essentielles aux cellules, des fonctions vitales. Donc, c'est pour ça qu'ils sont chez tous les organismes. Mais par contre, ils sont quand même suffisamment différents pour qu'on puisse, en les regardant, déterminer à quel organisme ils appartiennent. D'accord.
Donc ils sont à la fois présents partout, mais suffisamment différents pour qu'on puisse s'en servir comme référence. Et le savoir dans l'arbre où les placer, quoi, après. C'est ça. Bon, je montre pas d'arbre phylogénétique aujourd'hui parce que c'est compliqué comme lecture, mais voilà, l'idée c'est que ça va nous permettre de classifier les micro-organismes. Donc c'est quand même, ouais, c'est puissant comme. C'est très puissant. Il y en a beaucoup, ces gènes en proportion. C'est combien dans les gènes marqueurs, combien il y en a dont certes phylonétique, je sais pas exactement. Le plus fréquemment utilisé, c'est celui que j'utilise, c'est le gène. J'ai lancé le. C'est pas grave. C'est le gène. Là, ce que j'utilise, c'est le gène d'ARN qui code pour l'ARN 16S, la sous-unité d'ARN 16S. Mais on peut utiliser aussi le. Je peux pas t'aider là. Je sais plus lesquels on peut utiliser. En vrai dire, j'ai utilisé que celle-là, donc je l'ai appris en cours, mais je sais plus quels sont les autres. C'est pas grave. Okay. Et voilà, donc il y en a, j'en connais, je sais qu'il y en a au moins une vingtaine, mais après je sais pas plus. Comme j'en ai pas étudié pendant ma thèse, Donc comment on fait pour amplifier? Donc ce gène-là, on va le cibler, on va essayer d'amplifier son signal parce qu'il est emmêlé avec tout le reste des gènes. Et pour le séquencer, il faut qu'il soit en forte proportion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une PCR. Donc c'est le nom d'une technique qui consiste à chauffer le double brin d'ADN pour le séparer. D'accord. On a ensuite des polymérases qui sont des enzymes qui vont. C'est des molécules, quoi, des grosses molécules. C'est des grosses biomolécules, ouais, qui vont permettre de copier le gène en question. Donc là, ce qui se fixe à nos brins, c'est des amorces qu'on a mis nous dans la solution, dont on sait qu'elles sont complémentaires avec le gène. Et puis automatiquement, les polymérases, elles vont refaire le brin complémentaire. Et cette étape-là va se répéter puisque ensuite on va rechauffer à 80. Là, il n'y a qu'un cycle, et ce cycle il est répété plusieurs fois. Donc après, on réchauffe à 95, ces brins-là se reséparent, et la polymérase va recommencer le même boulot indéfiniment jusqu'à ce qu'on arrête la réaction. Mais ça, donc elle va copier le brin. Oui. Excuse-moi, vous devez quand même rajouter à chaque fois. Non, en fait, on met tout ce qu'il faut dès le début. Vous mettez. On met une quantité suffisante d'amorces et une quantité suffisante de. Les amorces, c'est les petites briques qui vont permettre de reconstruire le. Non, les amorces, c'est ce qui va cibler le gène, tac. C'est le truc jaune, c'est ça? C'est ces petites séquences jaunes, dont on sait qu'elles sont complémentaires avec le gène marqueur d'identité. Et les nucléotides, ils sont dans le milieu, c'est nous aussi qui les avons ajoutés, c'est ce qui va permettre à la polymérase de compléter. Et la polymérase est censée être dans le milieu ou c'est vous qui l'ajoutez? On l'ajoute aussi. Ouais, c'est ça. En fait, vous ajoutez les choses qui vont venir se coller sur les gènes. C'est ça. Et puis après, on les met dans une machine. La machine qui va recopier, quoi. La machine, ce qu'elle fait juste, c'est qu'elle elle fait juste des cycles de chaleur. En fait, tout se fait. Je voulais dire la machine, je voulais dire le bonhomme en forme de la polymérase. Excuse-moi, je m'exprime trop mal. L'enzyme, oui. C'est une enzyme la polymérase, elle est présente dans nos cellules pour dupliquer l'ADN quand les cellules se divisent. Mais celle-là, elle a la particularité qu'elle est résistante à la chaleur, donc elle résiste. Quand l'ADN, on le chauffe, lui, il va s'ouvrir. Pour l'ouvrir, ok. Ouais, mais la polymérase, normalement, la nôtre de polymérase, par exemple, elle peut pas fonctionner à 95 degrés. Mais cette polymérase-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient d'un micro-organisme extrémophile, en fait, qui vit dans des sources très chaudes. Et en fait, quand ils l'ont découvert, ils se sont intéressés à comment faisait l'ADN pour se dupliquer. Et en fait, ils ont une polymérase qui est résistante à la chaleur. Et c'est grâce à cette polymérase-là qu'on peut maintenant faire des réactions de PCR. Avant, on ne pouvait pas faire ce genre de choses puisqu'on n'avait pas de polymérase qui pouvait résister à des températures dans lesquelles les doubles brins d'ADN s'ouvrent. PCR, ça veut dire quoi en fait? C'est polymérase chain reaction. Et en fait, du coup, c'est une manière de. Enfin, c'est écrit là, amplification. Donc, du coup, c'est une manière de dédoubler, entre guillemets, de dupliquer tous ces. Des fragments d'ADN, oui. Pour mieux les voir, quoi, après, c'est ça. Oui, l'idée c'est que c'est ce gène, il y a que ce gène-là qui nous intéresse pour ce qu'on veut faire. Ça. Donc c'est de tous les génomes qu'on voit, et donc on les amplifie, on amplifie leur signal parce qu'ils sont extrêmement minoritaires comparé à tout l'ADN qu'il y a, pour qu'ils deviennent grandement majoritaires. Et ensuite comme ça on peut les envoyer à séquencer sans problème. On peut les voir plus facilement parce que comme c'est un bouilli de plein de brins et plein d'ADN, c'est un peu le bordel plein de gènes différents. Plein de gènes, c'est un peu le bordel de reconnaître
tel ou tel gène au milieu de On peut faire l'autre. du séquençage de génome entier. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de passer par une étape de PCR. On extrait juste l'ADN. Et j'en ai fait pendant la thèse, d'ailleurs. Enfin, j'ai fait cette étape pendant la thèse. J'ai pas étudié les données. Mais voilà, on peut extraire l'ADN de la communauté, comme on a fait là. Et juste, si la quantité est satisfaisante, juste l'envoyer séquencer comme ça. Et ça veut dire que là, on va séquencer tous les génomes de tous les organismes qu'il y a. Ok. Mais pas un gène en particulier, quoi. Ouais, là c'est ciblé un gène. Tu peux remettre la vidéo juste pour ceux au fond qui auraient du mal à suivre. Voilà, on a notre double brin d'ADN qui en temps normal est stable. Les deux brins sont fixés entre eux. Et quand on chauffe, les liaisons se déstabilisent et donc le brin s'ouvre. Et c'est ce qui va permettre, si le brin n'est pas ouvert, la polymérase ne peut pas travailler. Donc c'est pour permettre à la polymérase qui elle résiste à la chaleur, une polymérase spéciale, hein. Nous la nôtre elle peut pas faire ça, qui résiste à la chaleur, de travailler avec tous les éléments qu'on a mis dans le milieu, les amorces et les nucléotides qui sont les petites briques de l'ADN, quoi. Ok. Donc Et vous ce mettez cycle-là tout. est répété jusqu'à ce qu'on l'arrête, quoi. Et ou qu'il n'y ait plus les éléments nécessaires pour la polymérase. D'accord, ouais, donc vous mettez bien tous les ingrédients, toutes les briques qu'il faut, enfin, Ah pour oui, pouvoir on faire met les ça. quantités Ouais, ouais, dessus. j'avais pas, oui, j'étais plus sûr. Ok, c'est bon, je pense que Donc moi j'ai ensuite, compris en tout cas. c'est tant mieux. Donc ces amplicons, on appelle ça les amplicons, tous les gènes, enfin le gène qu'on a dupliqué un tas de fois. Ces amplicons, on les envoie à séquencer, donc c'est pas nous qui le faisons, il y a des entreprises qui font ça, des laboratoires, des entreprises. Et donc on leur envoie le tube d'échantillon et eux, ce qu'ils nous renvoient en retour, c'est des séquences d'ADN. Donc c'est-à-dire l'ADN, on peut dire que c'est un alphabet de 4 lettres, quoi, ATGC. Donc c'est les différents types de briques qui existent dans l'ADN. Et donc ils nous envoient des suites de ces lettres qui sont en fait la lecture de ces séquences. Et donc ces séquences-là, on va les analyser. On va comparer les séquences qu'on a obtenues avec des bases de données dans lesquelles on a des gens avant nous, des scientifiques avant nous, ont séquencé des organismes et les ont identifiés. Ouais. Et on va les comparer à ces bases de données pour savoir qu'est-ce que c'est, à quel pourcentage ça ressemble à ces organismes qui existent déjà, et ça va nous permettre d'identifier nos organismes de nos sites. Il y a une question un peu technique de Oui. FL Reptile qui demande si c'est un programme classique de PCR ou alors est-ce que tu as dû reparamétrer certaines étapes. Alors Moi, je la... enfin, je sais pas trop ce que, j'ai dû, enfin, la question déjà est j'ai pas eu compliquée. besoin de trop reparamétrer. Non, on a fait la température d'hybridation des sondes du brin d'ADN, elle est à 55 degrés, donc c'est assez classique, en tout cas pour ce qu'on fait dans le laboratoire en général. J'ai dû parfois, quand je voulais faire du séquençage Sanger, j'ai dû parfois baisser à 50 degrés pour faciliter ça. Donc ça devient moins spécifique disons, mais j'ai dû parfois baisser la température pour pouvoir être sûr de capturer tous les organismes qu'il y avait présents. Mais sinon, j'ai pas trop changé, non. Donc là, pour résumer un peu ce que tu viens de dire là sur toute cette partie de caractérisation de tes éventuels petits micro-organismes, en gros, tu vas amplifier une partie un gène qui est marqué en identité. Voilà, et on va faire tu vas l'envoyer à une boîte qui va faire le séquençage, c'est ça, enfin quelqu'un qui va faire le séquençage et après qui va t'envoyer ce qu'il a trouvé lui. Il va envoyer les séquences, ouais. Qui va t'envoyer les séquences qui ont été trouvées Voilà. et tu vas comparer les séquences à une bibliothèque géante de plein de séquences de déjà micro-organismes. d'autres micro-organismes, ouais. Et tu vas voir laquelle de ces micro-organismes pourrait ressembler le plus à ce que toi tu as trouvé, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Après, effectivement, on construit ce qu'on appelle des arts phylogénétiques et tout, mais c'est des techniques un peu compliquées, donc je rentre pas dans le détail. Donc, juste pour vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a trouvé, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans nos sites? Alors, dans les sites hyper salés, donc la grotte, le lac à salé et la plaine de sel, j'ai pu faire des PCR facilement, donc du premier coup. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dominé par les archées, ce qui est cohérent avec un milieu hyper salé, parce qu'on a vu c'était les archées qui dominaient surtout les milieux hyper salés, Halobacterium par exemple, mais il n'y a pas que elles. Et pour les bactéries, on a un petit peu de cyanibactère. Donc voilà, on a ce genre de composition-là. Maintenant, pour les autres sites,
je n'ai pas réussi à amplifier en fait de l'ADN dans ces sites-là. Les réactions ne marchaient pas. Ou quand j'arrivais à en amplifier, j'avais toujours mes contrôles. Donc chaque fois qu'on fait une réaction de PCR, une réaction d'amplification, on met toujours des tubes dans lesquels on n'a pas mis d'ADN. Et l'idée, c'est que on regarde après s'il y a eu de l'ADN ou pas dedans. S'il y en a qui s'est amplifié, ça veut dire qu'il y a eu une source de contamination. À un moment, il s'est passé quelque chose qui fait que, alors qu'on n'avait pas mis l'ADN, il y en avait dedans. Ouais. Et en fait, ces échantillons-là, je n'ai réussi à amplifier l'ADN dedans que quand les contrôles étaient contaminés. Donc ça, c'est pas très bon signe. Et donc, mais comme on voulait être sûr qu'il y avait rien, donc ça, tout ce qu'on voit là, on se doute que c'est de la contamination. Mais comme on voulait être sûr qu'on ne loupait pas quelque chose quand même, ce qu'on a fait, c'est que toutes les séquences qu'il y avait dans les contrôles négatifs, on les a quand même envoyées séquencer et on les a retirées des autres échantillons. Et donc, ça nous donne ça. Donc, on voit que tout ce qui est en gris, c'est tout ce qu'on a enlevé par élimination qui se trouvait dans les contrôles. Et il ne reste en fait que des archées, peut-être un petit peu de bactéries dans quelques environnements qui sont surtout des environnements des sols, enfin pas de l'eau quoi, ou des échantillons solides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, je vous avais dit, pour les échantillons hypersalés, on avait surtout des archées, de 2 grands groupes d'archées qui sont Allobacteria et Nanoalloarchaeota. Ouais. C'est les 2 groupes dominants. Quelques bactéries du genre Salinibacter. Et on avait une très grande diversité. Ce qui est surprenant, hein, parce qu'on s'attend, comme je l'ai dit, quand on est dans un environnement extrême, on s'attend à moins de diversité, mais là, on avait une très très grande diversité. Donc c'était un résultat agréable, surprenant, ouais. Enfin, d'autres avaient commencé à s'en rendre compte, mais on a confirmé le fait que les environnements hypersalés étaient quand même hypersalés avec du sel de sodium, étaient quand même des environnements très très riches en termes de diversité, avec des groupes qu'on soupçonnait pas, qui étaient minoritaires, mais qu'on soupçonnait pas trouver dans ces environnements-là. Donc, pour les autres sites, on a rien réussi à amplifier, sauf des contaminants. Et pour ce qui restait, en fait, dans les archées qui restent dans ces environnements ou les bactéries, c'est des choses similaires à ce qu'on trouve dans la plaine de sel, la grotte et le lac à salé. Donc là, comme c'est très similaire, alors que c'est censé être des sites très différents d'un point de vue physico-chimique, ça nous donne envie de nous dire que ce qui restait, qui n'était pas des contaminants de la PCR, sont des contaminants en fait du site. C'est-à-dire que bon, on parlait des touristes qui vont se baigner, mais ils se baignent pas à Dalol, mais quand ils marchent avec leurs bottes, et ben aussi ils mettent du sel dans l'eau où il y a le vent qui souffle. Enfin, on est à site à ciel ouvert, donc il y a des apports par le vent certainement. Donc quand on voit quelque chose minoritaire et très similaire à ce qu'il y a à côté, on se dit que il y a des chances que ce soit de la dispersion. D'accord. Donc donc nous on l'a interprété comme ça, comme une sorte de rejetons quoi. Les rejetons. Voilà, c'est pas des organismes autochtones de ces sites, mais qui ont été apportés par ou les touristes ou le vent ou d'autres procédés. Ok. Bon, on pourrait se dire, voilà, peut-être que le gène marqueur, c'était pas la meilleure façon. Enfin, les amorces qu'on a utilisées n'étaient pas les meilleures, etc. Enfin, qu'on a peut-être loupé quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait de la cytométrie en flux. Donc, la cytométrie en flux, le principe, c'est qu'on a notre liquide qui passe dans tout un système qu'on voit pas et qui arrive dans un tube très fin qui va produire des gouttelettes. Ces gouttelettes vont être analysées par un laser. Et donc, quand il y aura des particules dedans qui sont fluorescentes, le laser va les détecter. Et ensuite, le cytomètre peut nous permettre de trier certaines particules aux caractéristiques qu'on lui décrit. Ah, on trie les gouttes en fonction de si elles sont fluorescentes ou pas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Si on a envie, on n'est pas obligé, mais c'est une possibilité que nous offre le cytomètre en flux, et ça, c'est très puissant. Comment ça marche la fluorescence des gouttes exactement ? Enfin, en gros. On met une molécule fluorescente qui va fluorescer. On rajoute volontairement. Ah oui. Alors il y a des particules qui sont autofluorescentes. Donc ça peut être des particules minérales. Enfin, je connais pas très bien pour les particules minérales, mais en tout cas, il y a des micro-organismes qui vont fluorescer, je sais même pas comment on dit, tout seul parce qu'ils ont des pigments. Les pigments, en fait, ça peut être fluorescent. Donc la chlorophylle, par exemple, on va la détecter. La bactériorhodopsine aussi, etc. Donc s'il y a des pigments, on va les détecter. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire une petite analyse sans fluorescence d'abord, pour avoir un contrôle d'abord de nos échantillons avant qu'on mette une molécule fluorescente qui se fixe à l'ADN. Alors la molécule fluorescente ne fluoresce normalement qu'en présence d'ADN, mais il faut savoir que ça arrive qu'elle fluoresce en se fixant, je sais pas, une particule minérale. Et donc c'est aussi un peu ça peut être aussi un piège.
Donc on essaye de choisir des molécules dont on sait qu'elles n'ont pas tendance à se fixer à des particules abiotiques. Donc là, là tu fais un contrôle où là on fait un contrôle. Il n'y a pas de molécules fluorescentes. Donc là c'est un exemple. Hein. Enfin c'est pas un vrai exemple, c'est juste pour vous montrer. D'accord. Ce à quoi on peut s'attendre. Donc on va avoir des graphes comme ça qui s'affichent à l'écran. Donc on a la taille des particules qui sont sans unité. Donc c'est des plus petites aux plus grandes, mais ils nous donnent pas l'unité. Ah ok. Et une fluorescence qui est sans unité aussi, enfin qui est donc plus ou moins fluorescent. On a le background, donc on sait où il est à peu près. Donc tout ce qui est en dessous, là, on ne sait pas si c'est fluorescent ou pas. Enfin, c'est pas informatif en gros. C'est quoi le background du coup? C'est le bruit de fond. En gros, c'est du bruit. La machine, elle va forcément faire des nuages de points dans cette. Donc chaque particule qui passe va faire un point. Ok. Et donc après, on va avoir des nuages de points qui apparaissent quand elle analyse plein de particules. Une particule, c'est une goutte là? Excuse-moi de te couper à chaque fois. c'est pour être sûr de bien comprendre. La particule, c'est pas forcément une goutte. Enfin, on va dire que la chose dans, qui passe une goutte, normalement, il y a une seule particule par goutte, enfin, dans l'idéal. Mais il peut y avoir des gouttes sans particules aussi. D'accord. Mais l'appareil a quand même un bruit de fond, donc il y a tout ce qui est en dessous du. Il va mesurer quelque chose quoi qu'il arrive de toute façon. C'est ça, donc c'est pas tout ce qui est dans cette zone-là, c'est pas très fiable. D'accord. Tout ce qui est au-dessus, par contre, ça commence à être intéressant. Donc on peut avoir des points isolés, donc là, bon, peut-être. Et quand on a des populations comme ça, ce qu'on appelle une population, c'est un regroupement de points, de particules, qui sont par exemple fluorescentes, on peut se dire que ça ressemble à. Donc ça veut dire qu'elles ont les mêmes caractéristiques de taille et de fluorescence, puisqu'elles se regroupent au même endroit. Et donc ça peut être signe que c'est une population de je sais pas, de bactéries ou d'archées qui ont des pigments. D'accord. Donc ça, c'est un peu un exemple de ce qu'on peut avoir. Si on rajoute la molécule fluorescente, il peut se passer deux choses, grossièrement. Soit il n'y a aucune différence, et ça veut dire du coup que la molécule fluorescente ne s'est pas fixée à l'ADN, donc il n'y a pas d'ADN, puisque normalement, c'est pas comme nos amorces, si elles trouvent de l'ADN, elles fluorescent. Donc ça veut dire ça qu'il n'y a pas d'ADN. Ou alors, on peut avoir plus de particules, de points, d'événements qui vont tomber au-dessus du background. Et là, ça veut dire que la molécule fluorescente a fait effet. On a plus de fluorescence et ça, c'est signe qu'il y a de l'ADN présent dans l'eau. Ok. Enfin, des cellules avec de l'ADN. Okay. Donc là, on a juste des exemples de ce qu'on a trouvé. Donc là, vous voyez pour les sites hypersalés, on a le graphe avant qu'on mette la molécule fluorescente. Donc, vous voyez, on a pas mal d'événements déjà au-dessus du background. Bon, c'est cohérent. Il y a effectivement, on sait qu'il y a des archées qui ont des pigments. Donc, voilà, on voit pas de belles populations, peut-être un peu ici, mais voilà, on voit des choses. Et quand on rajoute la molécule fluorescente qui s'appelle ici DRAC5, eh ben, on voit qu'il y a un shift de concentration vers le haut. Donc, on a plus d'événements au-dessus du background. Et en plus, on voit bien aussi ici qu'on a plus d'événements. Voilà. Population qui apparaît. Une population qui apparaît plus. Donc là, on a vraiment un effet de l'ajout de la molécule fluorescente. Donc, ça signifie bien qu'il y a une présence d'ADN, ce qui est cohérent avec tout ce qu'on a vu avant. Par exemple, là, ce qu'on voit, cette dataset, c'est un des sites du dôme. Et ben, avant qu'on rajoute la molécule fluorescente, il n'y a pas grand-chose au-dessus du background. Il y a quelques petits points isolés, mais ça peut être des artefacts. Enfin, ça ressemble pas à quelque chose qui soit vraiment informatif. Et après avoir ajouté la molécule fluorescente, il n'y a aucun changement. Donc, ce qui semble dire qu'il n'y a pas d'ADN, ce qui confirme aussi les observations précédentes. Ici, on n'a pas de processus d'amplification, donc même s'il y a un petit peu de contamination, de dispersion, elle ne va pas être suffisante pour qu'on voit vraiment des choses extraordinaires. Okay. Et d'ailleurs, on a demandé du coup à tout ce qui était au-dessus du background, on a demandé au cytomètre de nous le mettre dans un petit tube. Oui, c'est ça, parce qu'en plus de mesurer, il peut faire un tri après, quoi. Il peut faire un tri, ouais, ça c'est hyper puissant. Donc tout ce qui va être fluorescent dans le background, il va pas le prendre. Mais tout ce qui va correspondre à des tailles et une fluorescence qu'on lui a indiquées, eh ben, il va le mettre dans un tube. Donc ça c'est vraiment très très puissant. Et donc tout ce qu'il y a dans le tube, on peut refaire des extractions d'ADN dessus et voir si on trouve quelque chose. Ou on peut aussi regarder au microscope, parce que c'est censé avoir trié des éléments des choses qui se ressemblaient plus ou moins. Et si on regarde par exemple Dallol, qui est l'exemple le plus archétype que j'ai, hein, après des fois c'est pas toujours aussi clair, mais Dallol, qu'est-ce que le cytomètre a trié ? Eh ben, on voit des cubes, plein de petits cubes, dont si on regarde la chimie, en fait c'est des petits cubes de cristaux de
de sel de table, hein, de NaCl. Donc c'est pas du tout des cellules. Ça n'a pas la tête de cellules, mais la chimie confirme que ce ne sont pas des cellules. Par contre, si on regarde la plaine de sel, par exemple, et ben là on voit des structures beaucoup plus complexes. Si on zoome encore avec le microscope électronique à balayage, on voit vraiment des choses qui ont la tête de cellules et qui sont agglutinées entre elles et qui font à nouveau des liens ou qui produisent ce qui a l'air d'être une substance qui les maintient ensemble. Alors on sait rien de qu'est-ce qu'elles font vraiment, hein, parce que c'est pas juste observation comme ça qu'on peut le déterminer, mais on voit des choses qui en tout cas qui ressemblent vraiment à des petites colonies de cellules. Est-ce que c'est possible de repasser les échantillons dans l'appareil pour retrier encore plus précisément? Alors une fois qu'on a fait un premier tri, je pense. Alors quand c'est sur le filtre, c'est foutu. Hein. Enfin, on peut plus. Mais bon, c'est pas. Le problème, c'est que ça va pas trier des grosses. Enfin, ça va pas trier des grosses quantités quand même. On va avoir que quelques microlitres et ça va prendre un certain temps déjà parce que forcément pour faire des débits d'eau qui soient suffisamment petits pour qu'il n'y ait qu'une seule particule dedans, c'est que c'est tout petit le flux. Et donc, non, on peut pas. Enfin, il n'y a pas trop d'intérêt. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est on peut restreindre la zone de tri. Par exemple, on pourrait dire, je veux trier que c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on l'a fait. Ouais. Je veux trier que cette population pour voir ce que c'est, etc. Enfin, quand on voit des populations spécifiques, on peut demander ce genre de choses. Bon, j'ai pas montré les images puisque c'est pas forcément plus intéressant que ce qu'on a vu, mais on l'a fait. Ok. On a essayé également de faire des cultures. Donc l'idée des cultures, c'est qu'on prend donc les échantillons sous forme liquide, comme je vous ai dit. Soit on cultive, donc on crée un milieu de culture artificiel, donc qui reproduit les conditions physico-chimiques du site, en peut-être un petit peu moins extrême, avec un petit peu plus de ce qu'on espère être des nutriments qu'on va mettre dans différentes conditions, mais avec une source de lumière ou pas à différentes températures pour faire différents tests. Et l'idée, c'est que comme on est dans des conditions qui ressemblent, mais qui sont peut-être un petit peu moins virulentes que sur le site, on espère que les micro-organismes vont être dans des conditions pour s'enrichir, pour se surdévelopper s'il y a quelque chose dedans. Et ensuite, on essaie de regarder au microscope ou de faire des extractions d'ADN pour voir qu'est-ce qu'il y a, si quelque chose pousse. Et en gros, la conclusion, c'est que pour les sites polyextrêmes, on n'a rien réussi à cultiver. Mais par contre, pour les sites hyper salés ou transitoirement acides, il n'y avait aucun souci. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça corrèle bien. Tout est cohérent. C'est trop bien, c'est facile la science en fait. Ouais. Bon, ça brise quelques espoirs, mais mais au moins c'était cohérent, on va dire. Ouais, les analyses entre elles étaient. C'est ça. Donc voilà, petit rappel par rapport à la problématique. On avait plusieurs gammes de conditions extrêmes, à polyextrêmes. Et l'idée, c'est de regarder est-ce que la vie pouvait se développer dans tous ces sites. Et pour ça, on a fait une batterie de tests, donc je vous ai résumé sur le côté. Et donc, à la réponse, y a-t-il la vie dans ces échantillons? La réponse par test, on voit que pour le Black Lake, on est constamment à non. Pour le Yellow Lake et le Edalol, on est soit strictement à non, soit on voit des choses, mais on pense que c'est ou des biomorphes ou de la dispersion. Donc, c'est plutôt un non, quoi. Et puis on a les sites pour lesquels il n'y a aucun doute, il y a de la vie. Et elle est composée essentiellement d'archées halophiles, ce qui est cohérent avec les conditions physico-chimiques. Mais là, on a été agréablement surpris, c'est qu'il y a une très très grande diversité, ce qui n'est pas forcément attendu dans des milieux qu'on juge extrêmes, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'était une très bonne chose. En plus, on a vu des groupes qui ne sont pas en majorité, mais qu'on ne s'attendait pas à trouver dans des milieux halophiles, hyper salés. Donc ça, c'était très intéressant aussi pour nous. Donc voilà, notre petit graphe qui nous montrait les limites de la vie par rapport aux conditions chimiques. Là, on rajoute le pH. Hein. On pense ici que donc le Black Lake et le Yellow Lake ne peuvent pas apporter la vie parce qu'on a des concentrations de sel trop élevées, de sel toxiques pour les cellules. Mais Dalol, c'est plutôt la combinaison du pH et probablement de la salinité, hein, même si. Alors, on ne sait pas si est-ce que c'est parce qu'il y a plus de fer aussi. Enfin, ça peut jouer. Mais voilà, c'est vraiment la combinaison de l'hypersalinité et de l'hyperacidité qui font certainement que Dalol est hostile à la vie. Ouais. On a par contre nos sites hyper salés et à pH plutôt neutre.
qui eux sont bien porteurs de vie. Donc on a vraiment précisé les limites connues de la vie dans ces sites. Ouais, justement, par rapport aux limites qu'il y avait avant, il y a une question. Avant de partir à Dalol, justement, au niveau des extrémophiles, quelle était la situation? Qu'est-ce que vous vous attendiez à quel résultat en particulier? Il y avait aussi une question plus générale sur les extrémophiles. Est-ce que il existe un catalogue d'extrémophiles et vous vous attendiez à voir peut-être tel extrémophile ou je sais pas quoi? C'est peut-être un peu naïf comme question. Je te vois sourire, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais ce serait bien, Mais, ce serait bien en fait qu'il y ait un catalogue. Non, mais en fait, il y a des gens quand même qui ont écrit des bouquins ou il y a des articles qu'on appelle des reviews qui parlent des extrêmes, enfin qui parlent du coup d'un peu l'état des lieux de ce qu'on sait sur les extrémophiles. Donc oui, on s'attendait en fait faut savoir qu'à la première mission qu'ils ont faite, c'était les premiers microbiologistes qui allaient sur le terrain. Donc il n'y avait encore jamais eu d'études dans ces sites-là. Après, on a été suivis de très près par un autre groupe avec qui on était en concurrence tout le long de l'étude. Mais voilà, il y avait eu quelques géochimistes qui étaient venus, qui avaient mesuré les pH d'Andalol, qui avaient mesuré quelques paramètres de chimie. Un groupe qui est allé au Yellow Lake aussi. Personne n'est allé au Black Lake, où on n'en avait pas regardé grand-chose. Ouais. Et tout le monde se fichait carrément de ces trois-là, quoi. D'accord. Donc nous, on a vraiment fait l'ensemble. Donc dans cela, on s'attendait fortement à trouver de la vie. C'était vraiment des contrôles positifs. On était curieux de voir si le fait d'être transitoirement acide changeait beaucoup la communauté. Mais la réponse, c'est un petit peu, mais peut-être pas de façon significative. C'est pour ça que je les ai mis un peu dans le même paquet. Parce que c'est que transitoire, justement. Voilà, donc on avait une idée de ce qu'on pouvait trouver là-dedans. Là-dedans, on connaissait même pas un petit peu pour celui-là, mais on connaissait même pas la composition chimique, donc c'était impossible de déterminer. Il fallait les faire nous, les analyses. Et à Dalol, aucune idée. C'était juste, comme je vous ai dit, c'est très rare les sites hyper salés et hyper acides. Hyper salé et basique, ça se trouve beaucoup plus, par exemple. Mais hyper salé et acide, c'est plus rare. Donc là, on n'en savait rien. On savait qu'il y avait des micro-organismes qui peuvent croître à un milieu proche de zéro, on l'a dit. En dessous de zéro, on ne connaît pas, mais bon, ça aurait été possible enfin, voilà, c'est ça la science, hein, on peut prospecter, on trouve parfois des choses. Donc, on avait bon espoir de peut-être trouver des choses. Mais finalement, on a surtout plutôt développé les limites connues de la vie. Et puis vous êtes un peu pionnier dans l'exploration de ces endroits-là particuliers à Dalol. Tu disais il n'y a qu'une équipe à part vous qui sont vraiment intéressés. Et eux, ils ont étudié que Dalol. Ouais, donc du coup, il n'y avait pas énormément de connaissances avant l'expédition. C'était vous marchiez un peu en terrain inconnu, quoi. Ouais, complètement. Donc on y allait avec nos sondes, on a mesuré sur place, on a découvert les paramètres physico-chimiques pour certains sites. On a découvert la chimie en faisant les analyses chimiques, sauf il y avait quelques analyses chimiques déjà qui avaient été faites sur Dalol, mais spécifiques, parce qu'il reste plutôt par des géochimistes qui regardent l'impact de l'hydrothermalisme, ce genre de choses, donc ils regardent pas les mêmes choses que nous. Alors on n'avait pas vraiment d'idée de à quoi s'attendre. Donc oui, on était pionniers sur ce site, clairement. Okay. Et sur cela, on est resté pionnier puisqu'il n'y a encore personne d'autre qui s'y est encore intéressé. Après, ça va venir. Hein, depuis, il y a d'autres. Comme ça a été très médiatisé, il y a de plus en plus d'équipes qui y vont maintenant. Yes. C'est cool. Voilà, juste une ouverture pour dire que ce travail peut s'inscrire. Bon, déjà sur les limites de la vie sur Terre, c'est intéressant de voir que a priori, la vie ne peut pas se développer partout sur Terre, mais on parle souvent de conquête spatiale, en tout cas de détection de vie dans l'espace, on parlait d'exobiologie, et souvent à des critères d'habitabilité, donc pour déterminer si un monde extraterrestre peut accueillir la vie ou non, on regarde s'il y a de l'eau liquide. Mais on voyait ici qu'il y a de l'eau liquide, mais ce n'est pas un critère suffisant pour dire s'il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Non. Il y a les conditions physico-chimiques pour la vie telle qu'on la connaît peuvent aussi, a priori, influencer sur son habitabilité. Okay. Donc ça, ça permet de préciser un petit peu les paramètres d'habitabilité pour la recherche de vie dans l'espace. Ok, ouais, très intéressant d'apporter ces contraintes et de nuancer justement les ingrédients. Super. Donc l'étude a été publiée dans un journal scientifique qui est Nature Ecology and Evolution. Vous trouverez, si vous êtes intéressé, un article du CNRS qui vulgarise,
Parce que c'est en Ok. anglais, et c'est d'anglais scientifique adressé à des microbiologistes, donc c'est très dur à lire. Ok. Mais vous pourrez trouver des articles vulgarisés. Il y a aussi un film qui a été tourné en 2016, donc on n'avait pas encore les conclusions qu'on a aujourd'hui, mais par Olivier Gunval, qui est un très beau film sur Delol, un film documentaire, Mhm. qui montre la première expédition faite par mon équipe. Moi, j'étais pas encore là. Ok. Et maintenant, Et ah oui, je voulais dire aussi là tous les liens que tu donnes, les références des papiers, etc. Je pourrais les mettre en description de la vidéo. ouais, ouais, Donc ouais, je ouais. te les redemanderai plus Il me tard, semble mais que du coup Nature a. vous aurez accès à tout ça normalement. Ouais. Oui, oui. Il me semble que Nature Ecology and Evolution, vu le buzz qu'avait fait l'article, Ouais, il ça est passé vient. dans pas mal de médias, il me Ouais, c'est semble qu'ils cool. avaient mis en accès, en tout cas temporairement en accès libre l'article. Je sais pas si c'est encore le cas, mais si Ah, jamais c'est plus le cas, ouais. bon bah je crois que Est-ce tu as que mis mon Twitter, c'est ça, et je pourrais filer oui, oui, l'article voilà, il y a ton Twitter. Et Mais du coup, peut-être vous qu'il avez est fait encore en la accès. première, vous avez fait la une là, c'est ça? Enfin, c'est de la couverture du magazine? Oui, on a fait la couverture C'est ouf du. quand même. Parce que Ouais. déjà publier dans Nature, c'est pas simple. Mais Ah, mais en c'est bon, après c'est pas plus, Nature, hein, oui, d'accord. c'est un Bah oui. sous-journal de Nature, Ouais, mais mais. quand même. Bon, c'est pas n'importe quel Non, c'est un sous-journal bon sous-journal c'est de un bon Nature quand sous-journal de même. Nature. Mais oui, c'est sûr que faire la couverture, c'est. C'est quand même pas Après, mal, quoi. Dalol a l'avantage, et c'est pour ça qu'il fait aussi. Bon, déjà, le sujet est assez fascinant, mais il fait aussi facilement le buzz médiatique parce que les images sont incroyables quand même dans ce site. Enfin, on a des Hmm. couleurs et des. À proximité, on a des sites très différents et tous extraordinaires et uniques dans leur genre. Donc, c'est Ouais. vrai que c'est très esthétique comme site en plus. Donc, ça a aussi ce charme. Donc juste pour dire, parce que comme Robin l'a dit, je suis en 4e année de thèse, donc j'ai encore 10 mois de thèse à faire. Donc pour l'instant, cette année, on est retourné en fait sur le terrain en 2019. Et cette fois-ci, on a mis des filtres sur le dôme pour essayer d'étudier la contamination, puisque comme je vous l'ai dit, on soupçonne fortement qu'il y a de la dispersion, donc on voudrait prouver ça. Et donc on collecte des poussières, donc de façon passive en laissant des filtres à l'air libre, qu'après on met dans de l'éthanol, ou passivement on pompe l'air et on récupère les particules sur un filtre. Et ça, on a fait des extractions ADN dessus. Et j'ai pas le droit de vous montrer les résultats parce que c'est pas encore publié, mais ce que je Yes, peux vous dire, dommage. c'est qu'il y a plein de choses et que ça correspond à ce qu'on soupçonnait, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc si vous avez suivi, vous devriez connaître la réponse. Voilà. Ouais, je montre juste pas les graphes, quoi, et ni les Ouais, arbres. ouais, ouais, d'accord. Et Et du comme coup, tu y es allé quand là? Excuse-moi, c'est des trucs récents en ça? janvier 2019, ouais, en janvier. D'accord, en début d'année. On y va toujours en janvier, en fait, que ce soit le 2016, 2017, 2019, on y va toujours en janvier. Tu y C'est vas la période. le mois prochain là? Non, non, j'y retourne pas le mois prochain. Ouais, je sais pas moi. Non, non, c'est. Si tu dis Non, on y là, il va faut tous les que. janvier alors. Non, c'est il fait. Enfin, là, la fin de ma thèse se rapproche beaucoup trop pour me permettre ce genre de choses. Non, je plaisante. Et puis, Ok. c'est onéreux, donc on n'y va que quand on reçoit des financements. Des financements. Donc, on a comme une trêve a été signée entre l'Érythrée et l'Éthiopie. J'espère qu'elle est toujours d'actualité d'ailleurs. On a pu aller vers d'autres sites auxquels on n'avait pas accès avant. On connaissait leur existence parce qu'on avait regardé sur Google Earth les sites d'intérêt, mais on n'avait pas pu s'en approcher. Donc là, on a pu y aller. On les a appelés les Western Canyon Lakes parce qu'ils sont près de l'ouest. Et ce sont des sites très intéressants parce qu'ils sont persistants d'abord, donc pas comme l'eau dans le désert de sel. Et ils ont un pH de 5, donc on est plus acide que les autres sites hyper salés. On est quand même plus basique que les autres. Donc on a une espèce de maillon manquant qu'on n'avait pas, puisqu'on passait de 3 à 6,5. Donc là, on a vraiment un truc à 5. On a un peu un maillon manquant. Et la salinité est similaire à ce qu'on peut trouver à Dalol. Bon, là, je vous montre juste une photo un peu du lac. Il émane du gaz qui n'a pas une odeur particulière. Après analyse, on peut dire que c'est plutôt du CO2. Mhm. Et donc, l'étude de ce lac nous permet de définir plus précisément les limites connues de la vie, puisqu'on a on a un site qui est assez intermédiaire, un maillon manquant des analyses précédentes. Donc voilà, donc ça, c'est aussi en cours d'étude, et pour l'instant, c'est prometteur ce qu'il y a dedans. A priori, il y a pas mal de choses. Voilà, donc là, je remercie. Il faut toujours faire une diapo pour remercier parce qu'une thèse, ça se fait pas tout seul. C'est vrai, c'est Clairement, vrai. On pense pas c'est un assez à remercier les travail gens. d'équipe, hein, vraiment. Mhm. Tout ce travail là, que je vous ai montré, c'est un travail colossal. Donc, je remercie tous les gens qui ont organisé le terrain et qui m'y ont accompagné, mes superviseurs qui, euh, qui m'aident à accomplir tout mon travail, et tous les collaborateurs qui m'ont aidé pour la réalisation du premier papier, et aussi mes petits stagiaires
qui ont été fort utiles. J'espère qu'ils ont bien appris avec moi aussi à faire de la biologie moléculaire. Puis bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions maintenant, je suis prête. Eh ben, parfait. Merci Jody d'avoir été là, d'avoir fait cette présentation très riche en connaissances, en informations et je pense que, enfin moi j'ai beaucoup appris et désolé si je t'ai pas mal interrompu, mais je voulais vraiment Non, mais comprendre. en plus, c'est pas ton domaine, donc ça, c'est clair Ouais. que Donc, j'imagine bien que les concepts derrière sont pas si évidents. sont que ça, pas hein. simples, ouais. La biologie, ça fait partie de ces disciplines qui sont pas toujours très faciles à vulgariser Et pour le surtout grand que là, on parle public. d'organismes qu'on voit pas à l'œil nu, donc c'est toujours Ouais, compliqué. On est obligé de ouais, de manipuler l'ADN. s'imaginer, ou même les expériences que tu fais sont vraiment très techniques. Ah bah oui, Et c'est j'ai bien aimé justement le fait que tu aies pris ton temps pour expliquer certaines de ces expériences-là, qui tant mieux. j'espère vous avez compris, pas forcément dans les détails, mais au moins Le principe, quoi. principe général, ouais, voilà, de ces De expériences-là. toute façon, soit c'est détecter s'il y a oui ou non présence d'ADN, Mm, mm. soit c'est amplifier un gène qui va nous permettre d'identifier ce qu'il y a dedans, quand il y a de l'ADN évidemment, soit c'est regarder au microscope visuellement, est-ce qu'on voit quelque chose, c'est surtout ça, quoi. C'est les 3 approches possibles pour détecter la vie et puis la caractériser. Et donc oui, merci pour cette présentation. Je pense que le chat a bien aimé aussi. Je vois qu'il y a des commentaires assez positifs, enfin, même positifs sur sur la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qu'elle a dit. Pendant qu'elle est encore là, vous pouvez en profiter pour lui poser Si vous voulez, toutes les pendant que vous voulez questions à propos de Dalol et des extrémophiles. Oui, tu voulais dire quelque si vous chose? voulez, pendant que vous réfléchissez aux questions, enfin, je sais pas si le chat, parce que mon portable s'est éteint, donc je sais même pas quelle heure il est. Il est 22h11. Ah ouais, il est tard. Bon, Il est enfin, parce tard. que j'avais préparé des diapos au cas où, si vous vouliez voir à quoi ressemblait une journée d'échantillonnage, mais ça peut, tant pis, sinon, on pourra... si vous avez des questions plutôt. Ou si vous voulez voir les diapositives, c'est comme le chat le veut. Ils sont très calmes aujourd'hui, peut-être un Ah peu bon, trop bah. calmes. Ils répondent pas trop. Mais moi, je veux bien voir ces diapos du coup, hein, Ouais, tant bah qu'à écoute. faire. Oui, je te demandais justement si tu avais prévu d'y retourner et pas. Là, t'es sur la fin de ta thèse, donc tu vas surtout te mettre à rédiger. Enfin, on sait ce que Ouais, c'est. il y a des articles. Enfin, il y a les études qui sont en cours, donc ce serait bien que Donc je tu les aimerais bien termine et les que publier. je les publie avant de terminer D'accord. ma thèse. Comme ça, je les inclus dans la thèse. Ça fait une thèse d'articles Mhm. et ça se goupille dans les 10 mois qui viennent, quoi. Ce serait l'idéal. Super. Ok, bah je te le souhaite aussi, hein. Merci. Donc, bon, voilà, la première étape avant d'aller en mission, c'est de préparer le matériel, hein, puisqu'on a besoin, sur place, on est très loin de la civilisation. On est à 4 heures en jeep de la ville la plus proche. Mhm. Et donc, on peut pas, si on n'a pas ce qu'il faut, on peut pas trouver sur place. Donc voilà, l'idée c'est de préparer consciencieusement tout le matériel dont on aura besoin pour échantillonner, et puis de partir en avion. Là, c'est une image du camp, donc ça c'est sur place directement. Donc on dort sur place, comme je vous le disais, ce qui est interdit normalement, hein, puisque c'est une zone diplomatique rouge, même depuis qu'il y a la trêve. Donc là, vous avez l'endroit où on a nos lits, qui sont des lits militaires, petits lits militaires. On a la salle à manger, enfin la table. On a une petite tente dans laquelle il y a le matériel dans lequel on peut se mettre pour faire quelques manips, pour se protéger du vent. Et aussi, c'est là où il y a les multiprises qui sont reliées au générateur. Yes. Donc on a une source d'électricité ici. Et pour vous doucher? Alors pour se doucher, on a... Alors, on peut se doucher, ce qui est un luxe complet, hein, dans le désert, aussi loin de la civilisation. Donc, il y a une très grosse équipe, hein. Il y a une équipe de cuisiniers, il y a une équipe de chauffeurs, et les chauffeurs vont régulièrement nous ravitailler en eau potable, mais aussi il y a en eau pour se doucher. Donc, il y a des bassines là que vous voyez au-dessus de ce camion et des espèces de tentes pour nous cacher. Donc, en fait, il y a un petit robinet et on se met dans les tentes et on peut se laver. On fait ça une fois tous les jours ou tous les 2 jours. C'est pas des douches comme on fait souvent où on traîne sous l'eau. Non, Pendant 15 minutes. on a juste le temps de se mouiller, on coupe, on se passe le savon et on rince parce qu'il y a quand même très peu d'eau et on est nombreux à vouloir se doucher, donc il faut préserver l'eau. Ah, c'est chaud.
Mais c'est un luxe total. Ouais. Il y a les premières expéditions qui sont allées sur place, et même en 2016, ne pouvaient pas se doucher tous les jours. Hein. C'est parce qu'avec le temps et la pratique, Olivier Grunwald, le photographe qui a réalisé aussi le film, il a fait beaucoup de missions. C'est grâce à lui qu'on a pu aussi bien organiser, parce qu'il avait déjà fait pas mal de missions là-bas, donc il connaissait les contacts, il avait pris l'habitude qu'on a pu avoir un truc aussi bien organisé. Donc C'est voilà à quoi marrant parce que ressemble. c'est aussi Ouais. les limites de la vie. Ah C'est oui, les oui. limites de ta vie aussi, en fait. Ouais, c'est clair. Donc là, on voit les lits de camp d'un peu plus près. Donc on a un petit matelas, on a des couvertures. Et donc on dort comme ça en plein air. De toute façon, il fait suffisamment bon, hein, même la nuit, pour dormir comme ça. Et c'est très bien. Combien de jours les séjours là-bas? Alors, 12 jours sur place, à peu près. D'accord. 12 à 14 jours sur place. Et ça coûte. Quelqu'un parlait un peu des financements dans le chat. C'est des expéditions qui doivent coûter super cher en fait, puisqu'il faut payer En fait, il faut payer les gens. le personnel aussi, ouais. Et l'essence et les billets d'avion sont très chers aussi. Combien ça coûte? Alors, cette année, quand on y allait, nos billets d'avion, tout le personnel, la nourriture, enfin, toute la logistique, ça avait coûté un total Alors, enfin, non, c'était particulier cette année parce que, en fait, on a été financé par des milliardaires, donc Des par des milliardaires! mécènes, Ah bon? par un milliardaire, et Ils ont donc on validé avait les billets beaucoup comme ça. d'argent. Alors, ils ne l'ont pas donné à nous, hein, ils l'ont donné que Ah pour la bon? mission, hein, ils donnent pas leur argent n'importe comment, Des les milliardaires. Hein. milliardaires. Et Sympa. donc, voilà, donc, T'as leur numéro, non? Au cas où. Ils veulent pas non. financer ma chaîne aussi? Et donc, en fait, c'était particulier parce que nous, on voulait pas y retourner, parce qu'on avait déjà fini, enfin, en 2017, on avait déjà tous les échantillons nécessaires pour l'étude, et on avait déjà bien prospecté, donc on n'était pas super intéressés pour y retourner. Mais ils insistaient parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était venir avec nous et dormir sur place, parce qu'ils n'ont pas le droit de dormir sur place, même avec tout l'argent qu'ils ont, ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils soient avec une expédition scientifique ou des militaires. D'accord. Donc c'était voilà, le deal, c'était ils voulaient absolument y aller pour dormir sur place, et donc nous on a dit qu'on voulait y aller que si on pouvait visiter d'autres sites qui sont plus loin. Le problème, c'est que ces sites sont inaccessibles en jeep parce qu'il y a des coulées volcaniques, etc. Donc il nous fallait un hélicoptère, et on a demandé un hélicoptère et son pilote. Oh là là. Et donc Le milliardaire a payé le hélicoptère. il a dit bien sûr. C'est ouf. Bien sûr, aucun problème. Donc cette année-là, donc j'ai pas les chiffres pour les années précédentes, mais cette année-là, tout compris avec l'hélicoptère, le pilote et l'essence de l'hélicoptère qui consomme des quantités incroyables d'essence, ça a coûté 200 000 euros. Wow. Tout compris. D'accord. Que nous, on n'a rien payé, nous, donc c'était pas de l'argent public, etc., qui a payé cette mission, c'était le mécène. Ouais, c'est Pour pas, lui, c'est pas ça grand chose quand t'es représentait. milliardaire. Ouais, Non, pour lui, c'était rien du tout. Mais du coup, il a dormi avec vous, il était avec vous pendant les expéditions? Il faisait des blagues? Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il servait à quoi? Si je parle d'eux, je vais Ah, pas être très sympa, bon, donc on parlera en gros, off alors. c'est ça. On Mais parlera en en gros, off. ils devaient rester 10 jours avec nous. Ils se sont très vite ennuyés, on va dire. Ils sont Il y a pas restés que grand-chose 4 à jours. faire. Ils sont partis. Ouais, D'accord. Bah oui, il n'y a pas grand chose à faire quand on travaille pas en fait sur ce site, parce qu'une fois qu'on a vu les paysages, Il s'ennuie un peu. enfin voilà, les touristes qui viennent là ne restent qu'une journée. Bon, déjà parce qu'ils peuvent pas rester sur place, mais aussi parce que voilà, c'est un très beau site photo, c'est super à regarder, mais y rester 12 jours, c'est super ennuyeux quand on n'y fait rien, quoi. Ok. Donc la matinée de l'échantillonnage commence très tôt, hein, on se lève un peu avant le lever du soleil, parce qu'il fait très très chaud en journée, la température monte jusqu'à 50 degrés au soleil, bien qu'on soit pendant le mois le plus froid de l'année. Donc les conditions deviennent rapidement insupportables. Et donc on essaye de travailler le plus tôt le matin possible. Donc voilà, vous voyez, à la lueur des torches, des frontales, on essaye de se préparer. Et puis on échantillonne sur place. Bon, vous voyez, là il fait déjà jour, le soleil monte très vite. Et donc on commence à échantillonner, on filtre sur place, souvent avec nos masques à gaz, parce que les vents nous apportent parfois des fumées. Attends, là, vous avez réussi à aller sur des petites... Fallait marcher dans l'eau là pour atteindre ces sites-là, non? Non, là c'est Puri et David, mes deux superviseurs. Ok. Et ben non, ils ont marché sur ces espèces de Ah, nénuphars de sel. Ok. Qui sont solides, donc C'est pas glissant ça?
Non, c'est pas glissant. Donc il Ça fait prélève peur. à la perche pour essayer de pas de s'éloigner du bord, là où c'est le plus contaminé parce que c'est là où on est. Hmm. Ils essayent de prélever le plus loin possible et le plus profondément possible, mais c'est pas très profond. Et puis ensuite, voilà, ils mettent ça dans des bidons qu'on a bien rincés avec l'eau du site plus loin. Et puis on filtre. Ok. Si on n'a pas l'occasion de rentrer, on mange sur place. Donc on essaye de se faire un petit abri parce que, comme je vous ai dit, 50 degrés au soleil, on cuit. Donc on essaye de se mettre à l'ombre comme on peut pour manger avec la nourriture qu'on a emportée. Sinon, bah, si on a l'occasion de rentrer, on rentre et on mange sur place. C'est l'occasion de faire une petite sieste aussi parce qu'avec la chaleur, ça donne pas très envie de, Ouais, t'es de, claqué. de rester éveillé. Et l'après-midi, soit on repart sur le terrain, ce qui est quand même ce qu'on fait le plus, et on continue à échantillonner. Donc si possible dans des endroits un peu plus tranquilles comme la grotte, puisqu'on est à l'ombre. Soit on travaille encore à l'ombre sur place, enfin dans le camp avec les bidons d'eau qu'on a ramené des sites et on filtre dans le camp. Hmm. Là, vous nous voyez en train de filtrer, c'est une activité de groupe très, très sympa. Et le travail continue jusque tard dans la nuit, on continue de filtrer, enfin c'est vraiment ça qu'on fait, trier les échantillons, les annoter pour se souvenir de qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite on dort et rebelote le lendemain. Ouais, c'est pas reposant du tout, ça, j'imagine. Non, c'est pas du tout reposant, hein. Donc il faut entrecouper ça du dîner et de la douche, on y va à tour de rôle. Au début, c'est un peu joli, puis après, attends, c'est quand même assez. C'est un peu Un éprouvant peu parce qu'on prenant. bosse vraiment très tard le soir et on se lève très tôt Hmm. pour continuer à échantillonner. On essaye de profiter au maximum de l'opportunité d'être sur place, D'être quoi. là, ouais, ouais. Donc ensuite, on trie les échantillons par leur site, etc. Et on essaye de rentrer ça dans les caisses comme on peut. Et voilà, donc là, vous avez nous, tout fiers, le dernier jour de la campagne avec tous les échantillons bien triés et les caisses fermées ou presque fermées. On avait mis les échantillons un peu pour décorer et voilà. Ensuite, ça part, ces caisses-là partent justement se faire contrôler. Sauf les filtres qui restent avec nous, mais tout le reste part se faire contrôler, les cailloux et les liquides. Hmm. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en gros une mission d'échantillonnage à Dalol. Ok, Euh, c'est cool. Bah, c'est tant bien que tu finisses à ce moment-là. Il y avait une question, mais c'était pas en ah, rapport avec la mission, mais plus avec le ciblage de l'ARN. Comment pouvez-vous cibler une espèce en particulier si vous ne la connaissez pas? Et finissez vous avec une soupe d'ADN de plus d'espèces différentes, de plusieurs espèces différentes. En fait, c'est ce que tu disais, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait tu cibles pas spécialement, enfin tu cibles un gène, mais un gène qui se retrouve en fait chez quasiment tous les chez tout le organismes, monde. Donc en fait, c'est c'est pas un ça. ciblage par. C'est pas un ciblage par espèce. Ouais. Donc oui, c'est ça, on prend un gène qui code pour une fonction vitale d'une cellule, par exemple, qui permet de produire des protéines. Toutes les cellules ont besoin de protéines, et donc ouais, on va cibler ce gène-là. Et comme on sait qu'il est présent partout et il a à peu près la même structure, après il va avoir des sites plus variables que d'autres, et c'est ces sites-là qui vont nous permettre d'identifier ensuite l'espèce en question. Ok. Ouais, c'est ce que tu avais expliqué lors de la Mm. PCR. Et c'est pas de l'ARN qu'on vise directement, c'est le gène d'ARN. C'est un gène, donc c'est de l'ADN. Mais c'est vrai que le nom peut prêter à confusion, mais c'est bien de l'ADN, donc ce qu'on vise. Mhm. Et le gène qu'on vise, celui que moi particulièrement j'ai visé, on n'est pas obligé de viser celui-là, c'est le gène d'ARN 16S. Donc C'est c'est le pour ça nom, c'est son nom, le gène son nom, d'ARN 16S. Mais c'est ça. c'est de l'ADN qu'on Il vise. va coder pour une molécule qui est de l'ARN, qui est l'ARN 16S, qui est une partie du ribosome. Le ribosome étant quelque chose dans la cellule qui permet de synthétiser des protéines. Ok. Ça, C'est c'est. une fonction vitale de toutes les cellules qui existent. Ok. Bah, tout ça, CF, cours Cours de de biologie bio moléculaire. en terminale, je crois. Le ribosome et tout. Mais c'est vrai que c'est un Là, peu. c'est même, enfin moi j'ai vu ça à la fac, hein. Enfin peut-être que ça s'apprend maintenant en terminale, mais Ouais, je crois que c'est, traduction, transcription avec ribosome. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu. je me C'est souviens pas loin en tout avoir cas. su Hein, ça. C'est loin, ouais, dans tous les cas. Mais voilà. Ok, bah super. Voilà, Bah, on vient merci d'arriver à pour 2 heures tous, hein. on vient d'arriver à 2 heures de live. Je pense que ça suffit. J'ai pas besoin de Ça faire un suffit, oui. format trop long non plus. Et Ok. De merci toute façon, encore il n'y a pour pas ta la peine. présentation. S'il y a encore deux, trois petites questions sur le chat, dépêchez-vous de les poser parce qu'on va bientôt En V. couper. Ouais.
Donc, merci en tout cas à toi d'avoir été présente pour faire cette présentation sur Dalol et sur ton expérience aussi sur le terrain. C'était vachement intéressant. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Je vois que Tant mieux. les gens te remercient aussi sur le chat Bon, bah, merci et ils ont vraiment aussi. bien aimé. C'était un vrai plaisir. Très bien. Donc voilà, tout le monde est a priori content. Donc voilà, sur ces paroles, je vais te Ok. laisser tranquille à ta soirée parce qu'il commence à être un peu tard. Et je laisse toujours mon invité dire le mot de la fin. C'est de tradition ici. Ah Donc ouais, si tu veux dire un mot, un groupe de mots, une phrase, plusieurs phrases, tu peux. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Ah mince, j'avais pas vu ça dans tes vidéos. Ah bah tu les avais pas regardé jusqu'au bout, ça veut dire. J'avais pas regardé, en fait, enfin, j'avais pas regardé la fin, ouais, je crois. Donc, C'est pas grave, c'est pas grave. non, ben, faites des études sur les extrémophiles et venez m'aider à découvrir les limites de la vie. Comme ça, on sera plusieurs à bosser dessus parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Donc voilà, je vous ai montré quel genre de parcours il fallait faire. Alors je vous attends maintenant sur le terrain. Ok, super. Bon bah tu les invites à te rejoindre C'est dans ça, cette belle la aventure. communauté. Ça marche. Et ben merci encore jeudi d'avoir été là. Et puis peut-être à une prochaine fois si tu repasses dans le live éventuellement. Ouais, on sait jamais. Allez, bah, merci beaucoup Ouais, Robin et puis bonne merci soirée. aux personnes du chat pour leurs questions et leur attention. Au revoir.